Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. C'est la dernière émission du mois de janvier 2023 que l'on vous propose en ce début de février, puisque voilà, notre émission revient 3 fois par mois, et donc c'est l'occasion de faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé dans les derniers jours du mois de janvier. Nous étions au FIBD, en tout cas moi j'y étais. Corentin, ça va bien ? Ça va et toi ? Moi j'y étais pas. Ça, oui, je sais que toi tu n'y étais pas, mais ça n'a pas empêché de cravacher un petit peu, de faire pas mal d'actualités aussi sur, notamment, on le fait à l'écrit sur comicsblog.fr, puis après on le débriefe en podcast sur First Print. Sans plus tarder, Corentin, on va commencer tout de suite du côté des comics, puisque tu le sais, le FIBD, c'est souvent l'occasion de faire des points notamment sur l'état de santé du marché, et puis de notre côté aussi de pouvoir récupérer quelques données afin de dresser un petit peu le top des comics qui se sont le plus vendus en France. Alors, un premier point sur l'état du marché comics en France, puisque c'est donc le panéliste GFK qui a fait une conférence en association avec le FIBD pour dresser un état général en fait de la bande dessinée. Et qu'est-ce qu'on a pu voir un petit peu dans ces chiffres qui nous ont été rapportés? Eh bien, d'une part que grosso modo le comics en France c'est toujours de l'ordre de 4% du marché de la BD en France, sachant que c'est un chiffre qui est toujours à relativiser. De toute façon, toutes ces données là sont critiquables et peuvent être prises avec du recul, puisque premièrement la classification de GFK en tant que comics en fait elle est dépendante en fait de ce que l'éditeur va donner en fait comme label à la BD qu'il va sortir, c'est-à-dire que s'il veut pas classer son titre dans comics, ça ne sera pas rangé parmi les comics dans la prise en compte en fait des bouquins évalués, c'est-à-dire que par exemple du Garfield ou du Simpson qui est du comics techniquement mais qui est classé en BD jeunesse, certaines productions de Futuro de Picsou. Exactement, certaines BD de genre en fait qui vont être classées certains comics qui vont être classés en BD de genre plutôt ou en roman graphique. Voilà, il y a tout ce genre de choses. Donc ça permet en fait, ce que ça permet de voir, c'est simplement qu'en fait qu'il y a une partie de la production qui nous vient des États-Unis qui en fait est occultée par ce classement. Et c'est quelque chose d'ailleurs dont on avait déjà discuté avec Xavier Gilbert dans un podcast il y a 1 an ou 2 maintenant, pour dire qu'en fait ce 4% est pas forcément représentatif de toute la production qui nous vient des États-Unis, mais par contre c'est clairement une forme de BD qu'on associe clairement dans notre imaginaire collectif à ce que c'est le comics, c'est-à-dire ce qui est les comics de super-héros d'une part, et l'indé on va dire traditionnel entre guillemets, parce que ça sort aussi d'abord en format single issues avant d'être exporté en album pour la majorité des cas. Question, Ward. Oui. Est-ce que par exemple l'œuvre d'Alison Bechdel, qui était en compétition d'ailleurs au Festival international, est-elle considérée comme du comics ? Je ne pense pas, tu vois. Voilà, c'est que effectivement quand j'ai pas la réponse parce que je l'ai pas vu dans les tops et tout ça, donc je ne peux pas te répondre de façon certaine, mais je suis relativement certain que De Noël qui s'occupe de cette édition ne classe pas en comics, non. Voilà, parce que c'est comme aux États-Unis où vous savez qu'on ne traite pas tout ce qui sort dans le marché du roman graphique un peu qui s'adresse à une démographie, un public différent, qui sort directement en librairie et qui effectivement se passe des classifications single issues, ou même n'a pas un rapport direct avec le marché des grands auteurs qui passent par le super-héros avant d'aller vers l'indé. C'est plus ça qu'on dirait l'indé mainstream, on va dire, ou l'indé comics très identifié. C'est généralement des gens qui sont passés par DC et Marvel ou Dark Horse ou même parfois 2080, là où en fait il existe une production de romans graphiques très qui fonctionne en plus, qui existe, qui fonctionne comme les romans graphiques jeunesse aussi d'ailleurs, que nous on couvre moins et qui nous intéresse moins et que probablement vous qui nous écoutez connaissez peu, mais voilà, si on doit considérer tout ce qui vient du corpus anglo-saxon comme des comics, effectivement c'est un classement qui est sélectif. Voilà. Très bien. Autre donnée importante à prendre en compte aussi, c'est le fait que ce soit un marché qui soit stable cette année, c'est-à-dire qu'ils ont comptabilisé que le nombre d'exemplaires vendus en fait est resté le même par rapport à l'année dernière, et que par contre il y a même en fait un peu de chiffre d'affaires qui a pu être créé, ce que personnellement j'impute tout simplement à l'augmentation des tarifs. Tout simplement, le même nombre d'albums se vend, mais il y a une augmentation généralisée des prix, donc de 1 euro en général sur beaucoup d'albums, parfois un petit peu plus, donc ça me paraît logique en fait de voir ça. Par contre aussi, c'est que il y a de plus en plus d'animations par les petits prix, puisque les offres à petit prix, les OP petit prix, donc il y a 3 collections chez Panini. Il y avait
de mémoire. Donc il y avait l'anniversaire de Spider-Man et les grandes sagas, plus la Star Wars, mais il y a aussi les Carrefour en plus, donc en fait ça en fait même 4 techniquement, je dirais, sachant qu'il y avait aussi une collection Carrefour Star Wars de mémoire, donc en tout ça fait 5. Et du côté d'Urban, on avait à la fois qui est même reproduite d'une année sur l'autre. Maintenant la collection Carrefour Star Wars, c'est en train de oui, c'est toujours voilà. Ouais, il y en a, ça fait quelques années maintenant, ouais. Et que du côté de Urban, donc il y avait l'opération été Batman, simplement, avec donc les 10 titres de Batman, et puis le lancement de Urban Nomad, qui est donc est quand même une collection aussi à plus petit prix. OP à petit prix, mais c'est pas une OP, donc je pense pas qu'elle soit classée là-dedans. On va dire, ou une offre poche sur les comics de réimpression de grands classiques, et effectivement qui pareil tire les prix vers le bas. C'est ça, mais alors dans le cas des OP petit prix, ce qui a été constaté, c'est que ça représentait quand même 38% en fait des ventes d'albums, mine de rien, en volume, c'est-à-dire que donc presque 40% en fait des albums de comics achetés l'année en 2022 sont des volumes d'opérations à petit prix, ce qui représente une augmentation de 11% en fait sur les ventes de ces mêmes comics l'année dernière. Et en revanche, les comics justement qui sont en dehors de ces opérations voient leur vente diminuer de 6%. Donc c'est pour ça qu'il disait que GFK disait que c'était un marché un petit peu à double vitesse, puisque tu vois à la fois qu'il y a quand même en fait une augmentation de certaines ventes, mais dans les catégories à petit prix, alors qu'en revanche, tout ce qui n'est pas concerné par ça voit leur vente baisser, et d'autant plus qu'il y a un impact aussi en fait sur on va dire sur les différents segments du comics, puisque en gros le prix moyen et l'évolution en fait l'évolution du prix moyen est en hausse, c'est ça en fait pour les comics de super-héros, alors que en dehors du super-héros, c'est une hausse modérée en fait qu'on a pu voir, quoi. Après, et parce qu'aussi ils sont plus nombreux, les comics de super-héros. Déjà, et puis il y a aussi les grands formats dont on parle souvent, ou qui sont de plus en plus nombreux. Donc j'imagine que si tu fais une médiane de tout ça, effectivement, ça doit. Mais c'est un truc qu'on avait déjà évoqué de toute façon dans ce podcast à plusieurs reprises. La segmentation, ou plutôt la fragmentation du marché entre d'un côté des offres à petit prix qui attirent un public qui est beaucoup plus large parce que les gens sont prêts à consommer plus quand ils dépensent moins, c'est tout à fait logique, et à côté un public de passionnés de comics qui lui est prêt à mettre de l'argent et qui profite à des offres un peu plus élevées comme les omnibus, élevé en termes de tarifs, pas forcément en termes de rapport quantité-prix, parce que là ça peut être éventuellement considéré comme avantageux, mais donc comme les omnibus, comme la Epic Collection, comme les Urban Limited, et qu'en fait les éditeurs doivent, en fait c'est deux trucs qui pour moi sont à la fois très logiques et à la fois pas forcément très rassurants. C'est que vu que les offres augmentent, c'est la loi de l'offre et de la demande, quand un prix augmente, les consommateurs se réduisent, donc le comics traditionnel perd du lectorat parce que l'augmentation des prix, et en parallèle de ça, les offres à petit prix, comme elles sont de plus en plus nombreuses et toujours aussi accessibles, attirent un public différent. Donc on a effectivement deux parallèles qui ne se croisent pas. Parce qu'en plus le gap entre l'offre à petit prix et le comics classique entrée de gamme, on va dire, il y a quand même un différentiel de plus de 10 euros. Donc, de 10 euros maintenant, ouais. Je me corrige juste sur le fait que c'est les comics hors super-héros qui ont été les plus touchés, pardon, c'est l'inverse de ce que je disais, en fait, que c'est hors super-héros que ça a été le plus touché par les augmentations de prix, alors que sur les super-héros, vu qu'il y a justement ces collections à petit prix qui tirent la moyenne vers le bas, et sur l'ensemble de ces comics là, et en fait on observe un peu une baisse du prix moyen, mais voilà, c'est parce qu'en fait il y a, quand tu multiplies ne serait-ce que par les collections petit prix, tu sais, printemps de Panini Comics qui ont été multipliées par 2 cette fois l'année dernière, alors qu'il n'y en avait qu'une seule en 2021, forcément ça fait que l'ensemble est tiré vers le bas, parce que tu rajoutes 10 albums à 6,99 multipliés par leur... Sans oublier la présence du souple qui est quand même plus là sur les super-héros, ou les trucs comme les Panini plus jeunesse qui ont des standards de prix un peu plus bas aussi. Après ceux-là ils sont en BD jeunesse, du coup, tu vois. Ils sont en BD jeunesse, ok. Les albums Marvel Aventure, pour le coup, ils sont mis en BD jeunesse. Mais après, les prix, ça peut tout dire, ça veut rien dire. Effectivement, quand tu payes ton omnibus de Ultimate Spider-Man où t'as quand même 800 pages dedans pour 80 euros, c'est rentable, à mon sens. Tu vois, c'est pas un investissement qui est idiot. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que le public français aime ces gros bébés que moi j'avoue je trouve un peu trop volumineux. Mais c'est du coup, pour revenir à ce que je disais, contrairement, je reviens, je suis désolé, à ce qui avait été dit dans le podcast avec Xavier, le prix a vraiment une incidence sur l'attrait du comics comme point d'entrée. Si on veut découvrir du comics, on aura plus de facilité à le faire avec ces offres découvertes. Le problème, c'est que d'après ce qu'on voit dans ces chiffres, en fait, la fameuse thèse de l'achat rebond,
tu vas dans ta librairie ou dans ta Fnac, attiré vers le rayon comics par les offres à petit prix, tu vas pas forcément acheter un autre album à côté. En fait, c'est que l'offre à petit prix est devenue autosuffisante, ne génère pas en fait de consommateurs durables, et en fait n'est pas, comment dirais-je, n'est pas assez bien pensé ou assez clair en fait pour orienter ensuite le lecteur vers une autre offre de bande dessinée. Ce qui est un peu dommage en plus parce qu'on voit que ces offres en général conservent des titres plutôt intéressants. Dans le cas de la collection Batman de Urban, c'était des très bonnes BD et qui pouvaient ouvrir, amorcer le début d'une passion. De la même façon pour Spider-Man d'ailleurs, on pourrait imaginer que les gens qui ont commencé avec les quelques slots qui étaient présents dans le truc auraient pu se dire je vais essayer après d'aller voir, ou même les Bendis, d'aller voir justement. Après, je les vois mal passer du Bendis à 7,99€ à un Ultimate Spider-Man à 80 balles, évidemment. Mais voilà, en fait, là, l'écart entre ces deux strates de prix fait que c'est compliqué d'imaginer effectivement que la thèse du rebond finira par s'amorcer. En revanche, on peut le voir comme une bonne nouvelle dans la mesure où ça met quand même des comics dans les mains des gens, ce qui est toujours un peu l'objectif. Et que peut-être, à terme, une fois que ces collections seront vraiment très implantées et que ce sera plus juste de l'opérationnel occasionnel, ce sera deux courbes qui vont juste continuer d'évoluer dans leur coin et ne pas se gêner forcément parce que comme tu le dis en fait il n'y a pas une baisse significative du nombre de lecteurs de comics traditionnels à grand prix malgré l'augmentation, et de la même façon l'augmentation des comics à petit prix n'a pas l'air d'avoir un impact sur le marché traditionnel. Donc en fait si les deux peuvent comme un petit peu parce qu'on disait quand même que les comics hors petit prix ont baissé de 6%, donc c'est quand même pas non plus n'importe quoi. Après c'est pas non plus, c'est pas significatif. Tu vois, 6%, je pense que ça allait quand même. 6%? Ouais. Bon. Si, je pense que pour les éditeurs concernés, ça oui, probablement. Faudrait voir la répartition, en fait, sur les trucs, mais j'imagine que clairement, les plus touchés, c'est aussi sur Après, il y a une baisse générale du marché de la BD. Général. Par rapport à la bulle manga, qui c'est un peu. En fait, il y a eu plutôt ce qu'on appelle pas des restrictions, mais ça s'est resserré en fait. Il y a eu des resserrements, mais c'est pas encore non plus une chute quoi. Mais on est clairement sur un là de toute façon sur le comics au global on est sur un plateau, mais quand tu divises par catégorie, tu vois qu'en fait ça a augmenté pour les petits prix et ça baisse pour les hors petits prix. Et je pense que si on regarde ensuite par catégorie super-héros, hors super-héros dans ces mêmes hors petits prix, je pense que par contre pour l'indépendant, mis à part quelques indés qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, je pense que c'est beaucoup plus catastrophique. Oui, bien sûr. Mais après, c'est toujours. Je te rappelle que Billionaire, enfin voilà, on va pas revenir sur les chiffres de Billionaire Island si vous voulez les enfants d'un jour. Oui, mais à côté, voilà, Everything fait 4000x et c'est très bien. Tu vois, c'est qui aurait pu le prévoir, tu vois, pour Cantwell qui est pas un nom. Ah, comme la crise climatique d'hier. De quoi? Tu l'as pas? Ah, pardon. Oui, faut se réveiller. Van politique, Arnaud Kikou, extraordinaire. C'est par rapport à Emmanuel Macron, pour ceux qui ne l'avaient pas, voilà, on dénonce. Mais non, ce que je veux dire, c'est que on va en parler après parce qu'on va faire le classement des 50 comics les plus vendus en France, mais voilà, tu vas avoir 5 titres indépendants qui ont réussi à marcher, il y a eu beaucoup plus que 5 titres qui sont sortis. C'est certain. Après, l'année dernière, c'était pas forcément une année où la culture super-héros, je pense, a été extrêmement dominante par rapport à des années où il y a des Avengers Endgame qui sortent, ou cela dit, il y a The Batman, c'est vrai quand même. Mais bon, The Batman. T'avais 4 films, et t'avais 4 films Marvel Studios quand même, hein. Oui, mais lesquels? Enfin, tu vois, c'est quand même une année, je trouve, de la thèse de la fatigue, si on veut considérer que c'est possible ou que c'est jouable. Enfin, j'ai pas l'impression que, tu vois, l'année dernière, il y a eu d'autres événements culturels, plus importants. Le Sandman était un événement culturel, pour le coup. C'est une série qui a bien marché, qui a attiré du public et tout. The Boys, mécaniquement, commence un peu à ronronner, et celles et ceux qui voulaient commencer la BD, grâce à la série, l'ont déjà fait, probablement. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans ce cas-là, d'ailleurs. Tu vois, à mon avis, il faudrait peut-être attendre justement de voir si, un petit peu comme là, en ce moment, tout le monde parle de The Last of Us, et que l'année dernière, tout le monde parlait de House of Dragon et de Game of Thrones, Seigneur des Anneaux. Est-ce que le soft power, en fait, de l'image super-héros et donc de la BD américaine qui rebondit généralement, parce que tu vas lire une grande BD d'Ed Brubaker sur Captain America, puis tu vas lire ce qu'il a fait en Indé, etc. Est-ce que là, c'était pas simplement une année un peu plus molle de ce point de vue-là en termes d'attrait? Je sais pas, hein, c'est une question que je pose. Parce que moi, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu des grandes fédérations de lecteurs qui se sont dit, ouais, c'est trop bien le super-héros l'année dernière. Même The Batman a un peu divisé. Donc peut-être que c'est juste ça, tu vois, que c'était pas une année comics. Ouais, peut-être. En vrai, je me dis que si Thor... perplexe. Non, j'étais en train de me faire la réflexion que si Thor Love and Thunder avait été bien, peut-être que ça aurait ramené plein de gens sur le run de Aaron. Voilà, tu vois, ça c'est ça aurait rendu sûrement plein de gens heureux. Oui, moi le premier, hein, mais malheureusement, voilà, les faits sont là. C'est comme pour Moon Knight, je veux dire.
même si la série a trouvé son public. Après Moon Knight, parce que le mine de rien, Moon Knight ça a intéressé les gens, parce qu'il y a le petit Marvelverse Moon Knight. Nous, on a détesté, mais ça a attiré les gens. Par contre, on ne pourra pas dire que c'était la série de l'année dernière, tu vois. Enfin, la série la plus nulle de l'année dernière. Alors que bizarrement, tu vois, Miss Marvel, c'était bien. Est-ce que ça a eu un effet, Miss Marvel? Je sais pas, parce que c'est pas une série qui a été très très consommée. Non, mais en plus, il y a eu un gros couac parce que les albums qui étaient pensés pour accompagner la série sont sortis en janvier parce qu'ils avaient, ils ont eu une erreur de livraison, enfin, de modification de planning par rapport au décalage de la série elle-même, et du coup, les albums se sont retrouvés en janvier. Alors qu'il n'y avait pas encore d'actualité sur le truc, et ça c'est un coup à tuer. Ça, en l'occurrence, je vois des communautés de lectrices qui auraient été très intéressées par le travail de Willow Wilson. Après, vous pouvez toujours le découvrir, mais c'est juste que du coup, il y avait un manque de temporalité parce que c'était plus une nouveauté au moment où la série débarquait, tu vois. Donc donc déjà, c'était plus compliqué à trouver en librairie et tout. Ouais. Très bien. Justement, on s'intéresse un petit peu à ce top, Corentin, avec quand même quelques rappels essentiels. Donc, c'est un top que vous pouvez retrouver en exclusivité sur comicsblog.fr. C'est un petit site sympa. C'est un petit site plutôt sympathique. Et non, tu bosses là-bas, toi, non? Faut dire les termes. Non, tu bosses pas sur non, moi, bien sûr, j'y travaille, je fais des piges de temps en temps. Cool. Et donc, mais c'est toujours un peu chiant les tops parce que c'est un nombre à partir. Déjà, si vous suivez en fait ce que je fais depuis 2019, vous remarquez qu'à chaque fois j'augmente le nombre d'albums, et là je pense que c'est bon, à partir de 50 je vais m'arrêter, je vais pas en inclure plus parce que ça devient un peu il y a plus trop de sens à la fin non plus de vouloir tout mettre, et surtout que en plus j'en inclus en fait beaucoup plus que 50 détis dedans, puisque je mets des catégories en italique pour soit les urban nomades justement à petit prix, ou les mensuels de Panini, parce que eux en fait ils sont de fait, par de leur format ou de leur temporalité de sortie, en fait ils vont être beaucoup présents puisque beaucoup suivis. Donc du coup ça n'a pas de sens en fait de vouloir les mettre dans le classement, parce que sinon en fait on va se retrouver avec un classement que de ça, et ça fait disparaître les autres albums, mais en même temps faut pas non plus les faire disparaître parce qu'ils existent quand même, et c'est quand même pour attester du fait que il y a toujours un public qui est là à la fois pour découvrir des comics dans des petits formats de poche, mais aussi des gens qui continuent de suivre aussi le format mensuel qui est un peu celui qui est traditionnel chez Panini Comics. Et aussi, compte tenu de l'offre tarifaire, c'est compliqué de départager qu'est-ce qui a été un plus grand succès sur un album à 7,99€ d'un autre album à 7,99€. Alors que dans le top qui est sur comicsblog.fr, vous avez une variété de formats et de prix qui peuvent aussi permettre de dresser des tendances. Par exemple, là, on voit qu'il y a Watchmen, donc c'est la réédition nomade. Tout à fait. Qui est dedans. J'imagine que ça a pu aider justement le fait de l'avoir à petit prix, parce que tout le monde sait que c'est un incontournable. Et peut-être que beaucoup de gens attendaient la bonne occasion de se l'acheter. Mais de façon générale, tu vois que tous les urban nomades se classent quand même très très bien. Tout à fait, jusqu'au le Batman Imposteur, voilà, je parlais de l'effet rebond de l'effet soft power du cinéma. Imposteur, c'est par le scénariste, l'un des 3 scénaristes de The Batman. Il n'est pas du tout impossible que la proximité esthétique, le nom de Matt Tomlin a pu aider. Et puis effectivement, c'est Sorrentino, c'est un très bon dessinateur. Par contre, aide-moi juste quand tu t'arrêtes au top 10 pour les 10 000 ex, c'est ça à peu près? Non, pas du tout. Le top 10, c'est juste arbitrairement le titre qui s'est vendu le mieux à la place 10. Mais par contre, je donne toujours les ordres de grandeur un petit peu. Et oui, donc là, le dixième, donc Batman Impostor, sachant que c'était les ventes qui étaient arrêtées donc avec au dernier jour de l'année 2022, techniquement. Tu veux dire le dixième? Hein? Le top 10, c'est Infinite. J'ai dit quoi? T'as dit Impostor, c'est le 6. Ah oui, le 6, oui, pardon, oui, c'est Infinite, voilà, c'est que c'est, et alors, Infinite, par contre, il y a moins de 10 000 exemplaires dans les données que j'avais qui étaient arrêtées, quoi. Puisque, notamment, c'était 10 000, c'était Batman Impostor, il était aux alentours de 10 000. Et donc, après, on baisse un petit peu, mais justement, moi, ce qui était cool, c'est de voir que, du coup, la position 7, c'est toutes les morts de Laila Star, donc t'as quand même un indé qui allait toiser, Batman. C'est impressionnant, ouais. Après, en plus, c'est une belle édition, c'est une très grande BD qui a eu un accueil critique considérable chez nous comme ailleurs. C'est effectivement une offre qui peut plaire, j'imagine, à un public plus européen, parce que c'est très contemplatif, ça parle de la vie, ça parle de la mort, et ça a été un succès tonitruant à plein de niveaux. Pour beaucoup, c'était un peu le comics de l'année dernière. Après, effectivement, voilà, bon, il y a toujours beaucoup de Batman. On sait par exemple que le nom de Sean Murphy vend beaucoup en France, et sans surprise, ça a encore été le cas cette année. Des trucs un peu plus variés qui pourraient être de bonnes nouvelles, il y a là quand même les bonnes nouvelles de Yojimbot aussi, même si ce n'est pas du comics à proprement parler, c'est bien de voir que le titre vend sur la longueur. Après voilà, moi si quand même je devais, parce qu'on va pas non plus tout vous lister, si je devais dresser des tendances, on va dire, je suis quand même un peu chagriné par la présence chagriné et pas du tout surpris, la présence de ces comics à licence dans ce top, qui pour moi viennent un peu, en fait, je dirais pas salir le marché, mais Fortnite X Marvel, là?
Fortnite, ouais, les comics Black River aussi. Tu vois, enfin ces trucs-là, moi, je comprends pas en fait. Enfin, je comprends que ça Black River, c'est le Neil Gaiman hein, qui s'est ICO, donc c'est bien. Ouais, t'as raison, tout à fait. Attends, Fortnite, qu'est-ce que j'avais noté d'autre, Arnaud? Qu'est-ce qu'il y a comme comics à licence dans le tas? Il y a du Avatar. Horizon Zero Dawn. Il y a du Chez Horizon Mana. Zero Dawn, ouais, chez Ouais. Mana Books. Après, ça montre juste qu'il y a quand même des porosités, en fait, avec des gens qui apprécient des jeux vidéo. Avatar, en plus, je pense que c'est, a priori, les chiffres que j'avais au moment de faire le top sont sûrement même un peu en deçà, peut-être des ventes. Aujourd'hui, en tout cas, à l'heure actuelle, on sait que apparemment le Avatar de chez Delcourt, a priori, il a explosé, notamment parce que le film est sorti ensuite, quoi. Voilà, le Alien tome 1 de Panini, bon, ça me fait vraiment très mal à titre personnel parce que c'est la Roca et que c'est pas beau et que je comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment Alien. Oui, je sais. Faut toujours voir le bon côté des choses. Je me fais encore beaucoup de copains là, mais pareil, les Star Wars. En fait, c'est des choses, je comprends grosso modo pourquoi ça se hisse dans le top, c'est que ces titres-là. Les Warhammer 40K, ils sont bien. D'ailleurs, t'as écrit Magneus Calcar, hein, je voulais pas te le dire, mais c'est honteux. Pourquoi c'est quoi? C'est Marneus. Ah oui, voilà, pardon. on a juste fait un podcast dessus chez le Rider. Oui, tu sais, moi, les R, les G, hein. T'en as rien à foutre de Warhammer, dis-le, vas-y, dis-le dans le micro. J'en ai rien à foutre de Warhammer. Voilà. Comme ça, c'est clair. C'est faire des copains aussi. Mais donc voilà, en fait, ces titres-là ne se vendent pas forcément que aux fans de comics, ils se vendent d'abord et avant tout aux fans de la franchise en question. D'ailleurs, c'est assez surprenant de voir la puissance de la franchise Alien encore aujourd'hui. Hein. Je pensais pas qu'il y avait encore autant de fans d'Alien après les deux Prometheus et le fait que c'est vieux maintenant quand même Alien. Donc ouais, c'est plutôt cool. On voit aussi toujours l'effet des trucs comme Invincible. Ouais. Qui marche encore bien. Mais qui a une très bonne, même un très bon rythme de croisière, parce qu'il y a les 4 intégrales sorties en 2022 sont dans le classement. Donc c'était un vrai petit succès aussi, parce que c'est grâce à la série animée, là. Ouais. De la même façon pour Lock and Key, où j'imagine qu'il y a un effet de rebond, même si c'était déjà des... Lock and Key, c'était déjà populaire avant, mais c'était quand même la sortie d'un tome inédit, vraiment de contenu complètement inédit, pour la première fois en je ne sais plus combien d'années, donc forcément c'était très suivi, et là je pense que la série n'y a rien fait, parce que c'est juste que c'est une série qui était très porteuse depuis la première édition chez Milady, qui a la réédition, puis l'omnibus chez iComics a aussi été très suivi, parce qu'il y avait quand même effectivement, on va dire, une présence plus importante de la franchise entre guillemets grâce à la visibilité que Netflix a pu apporter, mais disons que il y avait surtout que donc le Lock and Key l'âge d'or, c'était vraiment c'était le 7e tome on va dire de Lock and Key qui sortait, c'était forcément un truc qui était très attendu de la même façon que tu vois que le TMNT The Last Ronin aussi, ça a été un très bon lancement. C'est pas très étonnant là. Et il a réussi à tu vois, mais par exemple dans les surprises aussi, j'ai quand même vu que t'as 2 omnibus qui arrivent à se glisser très très haut en fait, hein, qui arrive à se glisser quand même dans ce top 50, donc du coup l'omnibus The Boys, mais aussi l'Ultimate Spider-Man omnibus tome 2, tout à fait. qui est quand même vous dire que c'est donc c'est pas forcément le fort prix qui empêche encore une fois, c'est une question de quantité. Je pense que les gens sont prêts à payer quand ils voient la taille du bousin et que ça va leur durer longtemps, quoi. C'est pareil pour les intégrales de Invincible, hein, je veux dire. Quand tu les prends, tu sais que t'en as pour un petit moment, que t'en as pour ton fric. En fait, c'est ça, c'est la logique, t'en as pour ton fric. Alors qu'à l'inverse, un album plus petit, je pense que tu payes pas les mêmes sommes. On refera. Un jour, on pourrait faire ce débat vraiment. On invite Xavier, on invite un libraire, on fait ce débat entre nous pour voir vraiment s'il y a une sorte de vérité universelle. Parce que je vois très bien tes arguments, mais je pense quand même que ça joue. Voilà, c'est mon avis. Sinon, quand même, une bonne nouvelle, Ed Gein. Ouais. Petite claque, moi, personnelle de l'année dernière, effectivement, qu'on avait chroniqué. Une super BD sur un super sujet. Je me demande si ça a pas attiré un peu l'attention des fans de True Crime. Oh si, ça a dû dépasser les sphères comics. Après, Eric Powell aussi, il a quand même ça une bonne fanbase en France. Et puis l'auteur Harold Chester aussi, peut-être, parce que c'est un spécialiste de ça. Ouais. Donc peut-être qu'il y a des communautés en fait de fans de True Crime qui sont, enfin de vrais tueurs en série de la vraie vie, qui s'y sont intéressés, mais quand même. On sait d'ailleurs, tu vois, on parlait de romans graphiques d'ailleurs qui sont pas catégorisés en comics, mais je suis sûr que si je pouvais avoir les chiffres, mon ami Dahmer de Derf Backderf chez Silas, on sait que ses ventes Backderf, il est pas identifié comics. Non, je pense que lui il est en BD de genre du coup. Pourtant, oui, bon. Mais par contre, lui, on sait que ses ventes ont explosé avec la série Dahmer sur Netflix, donc je suis à peu près sûr que si je pouvais avoir les chiffres de cet album-là, il serait dans le top 50 aussi, clairement. Après, les autres bonnes nouvelles, Crossover, évidemment, c'est quand même c'est super cool. Après, il a aussi le côté Ready Player One du marché indé qui a pu attirer pas mal de gens. Surtout qu'il a un prix de lancement à 10€. Aussi. Department of Truth, tome 1. Pareil.
Après, c'est des bonnes séries, mais c'est facilité quand même. C'est-à-dire que là, c'est une preuve que pour certaines séries, en tout cas, pas pour toutes, parce que il y a d'autres séries qui ont eu un prix de lancement aussi à 10 euros, mais qui n'ont pas autant fonctionné. Mais l'attrait, en tout cas, à la fois du don de Donny Cates et James Tynion Ford, couplé à l'offre de lancement, en tout cas, elle a porté ses fruits. De la même façon, voilà, on parlait de Sean Murphy à Plot Holes qui arrive en queue de peloton. Et bonne nouvelle, effectivement, comme tu dis, pour le Neil Gaiman, c'est Raphaël Scavone et Raphaël Albuquerque qui ont adapté une nouvelle de Neil Gaiman. Une étude en émeraude, effectivement, croisement de Lovecraft et de Sherlock Holmes. Donc là, encore une fois, soit poids des licences, soit de nom de Neil Gaiman qui a bien rayonné l'année dernière. On voit qu'il y a un Sandman aussi dans la liste. Mais enfin, c'est un top qui est disparate, qui est plutôt à l'avantage de DC, à mon avis, quand même. Parce que Batman, hein, évidemment, mais pas que. Parce que Joker aussi, parce que Nightwing aussi. Parce que Sandman aussi, quelque part. On voit qu'il y a un marché, enfin, il y a un lectorat de consommateurs de super-héros qui est là, qui continue à être là, et tant mieux, qui est quand même toujours un peu monomaniaque de quelques titres très précis, mais que petit à petit, j'ai l'impression effectivement qu'on a des percées comme Saga, comme Layla Starr, comme Everything aussi, on le rappelle. Ouais. Hein, je veux dire, 404, c'est pas du tout une grosse maison, hein, en l'occurrence. Ça appartient à un énorme groupe, mais ils ont pas énormément de sorties. Leurs effectifs à eux sont pas, tu vois, c'est pas comme s'ils pouvaient se payer une armée de communicants ou des gros budgets publicitaires. Enfin, on a bien vu Beaujour tweeter la moindre critique de blogueurs sur Twitter, et finalement le titre s'est vendu au bouche à oreille, il s'est très bien vendu, tant mieux. On verra si c'est pareil pour Salamandre. Enfin, très bien vendu à l'échelle du marché comics, hein, où 2000X c'est considéré comme une bonne vente déjà. Oui, après il est à plus, hein, là ils sont à plus, puisque le dernier, l'entrée numéro 50, donc le Saga tome 1 et tome 2, c'est environ, c'est dans l'ordre de 2,5 enfin 2500 exemplaires, quoi. Enfin voilà, grosso modo, moi je trouve que c'est quand même plutôt c'est plutôt un bon top, même si encore une fois, j'ai l'impression que c'est... Il y a 5 jours, on en a parlé, tu me disais que t'étais triste, et t'as revu ton... À relativiser, effectivement, en fait, c'est que quand tu t'appuies sur le poids écrasant des licences Marvel, par exemple, qui sont finalement pas si présentes, à l'exception de Fortnite. En fait, voilà, c'est vraiment ce classement avec Fortnite au début ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve que les 4 premières places soient squattées par Fortnite. Oui, mais dans les Fortnite, puisque il y a des codes, je sais, tu peux expliquer ça. Non, c'est pas ça, c'est que dans le maigre espace qu'on a pour l'accompagnement éditorial, il y avait des conseils de lecture de BD. Donc c'est une façon comme une autre d'essayer de proposer. Après, moi, je t'ai dit, c'est moi qui ai rédigé ces textes, donc on fait comme on peut. T'as 2000 caractères pour essayer d'expliquer pourquoi ces 8 albums tu peux aller les lire. Mais voilà, c'est quand même, c'est une façon détournée de mettre des comics dans les mains des autres gens. On sait pas si l'année dernière, Batman Fortnite a pas profité un petit peu à mettre un peu plus de Batman dans les mains de certaines personnes, tu vois. Moi, je doute. Tu doutes? Déjà parce que c'était pas très bien. Et ensuite parce que c'est des trucs que justement qui sont achetés vraiment par un public qui à mon avis sont fous complètement, quoi. Oui, mais il suffit tu leur dirais que c'était un menu McDo avec un code dans la oui, mais tu sais bien que s'il y a 30 000 ventes, on va dire, ou 50 000 ventes, il suffit que même 1% soit converti pour que ça puisse changer la donne. Justement, c'est 300 quand le chiffre, oui, mais quand le seuil de rentabilité il est de 2000 exemplaires, 320, c'est pas rien. Moi, je pense que c'est moins d'1%, à mon avis. Mais voilà, à l'exception de ça, quand même un top qui a un peu de tout, qui est plutôt effectivement pas si dégueu à regarder, et comme d'habitude, voilà, qui met en avant le simple succès des Urban Nomad, le fait qu'il y a des gens qui veulent se mettre au comics et qui attendent d'avoir une offre un peu plus basse en termes de tarifs, quoi. Alors après, est-ce qu'elle éclipse le reste du marché? Je ne pense pas. À mon avis, c'est vraiment deux trucs séparés. Et tant que les gens qui consomment du comics régulièrement au prix qu'ils consomment régulièrement sont prêts à le faire, il n'y a pas de raison que les éditeurs se remettent en question, ce qui est un peu dommage. Mais après, évidemment, sur le marché indé, une BD, ça coûte de l'argent à faire, il faut rémunérer l'auteur, il faut rémunérer le traducteur, etc., les droits, les taxes et compagnie, l'impression, la vente. Donc on peut pas vendre du comics comme on vendrait du manga comme ça, à moins de 10 balles systématiquement. Mais voilà, c'est la preuve que plusieurs offres peuvent cohabiter sur un marché et que le lectorat indé à qui nous parlons régulièrement existe. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et puis la très bonne performance aussi des titres là, Albal 619, qui ont arrêté d'être classés en comics en fait, j'ai l'impression par Rue de Sèvres alors qu'en Canal le faisait, mais dont les chiffres en fait que j'ai pu obtenir par voie séparée en fait les placent quand même déjà très très haut, et je pense que même qu'ils sont peut-être un peu sous-estimés de façon générale, donc ça se trouve c'est encore un petit peu plus, mais voilà, c'est quand même important aussi de les faire figurer, parce que même si c'est pas du comics, nous on les intègre dans notre ligne éditoriale depuis plusieurs années, et on a envie de montrer aussi que ça existe, et que justement par rapport à enfin voilà, qu'un OKA, que du short story ou du MFK2 se vend à hauteur
comparable à des champions du mainstream que sont Batman, Spider-Man et tout ça. Donc c'est quand même un truc aussi qui montre que cette partie du lectorat qui est communicante entre les comics de super-héros et la production en fait française mais d'inspiration multiple comme les BD du 619 ou Yojimbot en fait il existe et moi je suis plutôt juste content de pouvoir continuer d'en parler parce qu'a priori on participe peut-être à faire exister ces BD dans les mains des gens et donc ça c'est juste extrêmement gratifiant de les voir apparaître ainsi dans le classement. Oui. Corentin, oui. On passe au reste de l'actualité. Ça fait déjà une demi-heure qu'on était juste là sur les comics. Il y en a encore pas mal de choses à voir. Juste un petit mot pour dire que c'est une opération plutôt rigolote, je trouve, que Berserker, en fait, donc le titre de Keanu Reeves, Matt Kindt et Ron Garney, entame une pré-publication au format Webtoon. Donc c'est Delcourt qui fait ça sur sa plateforme Verytoon. Donc le Webtoon, vous savez, c'est 7 BD numériques à lecture en scrolling vertical. Ils ont décidé de publier, en fait, pas gratuitement, mais les 3 premiers chapitres sont gratos. Et après, il y aura un nouveau chapitre qui sera publié semaine après semaine jusqu'à la sortie du premier album au format papier au 15 mars 2023. Et ma foi, c'est pour essayer de capter un autre public, hein, clairement, puisque à mon avis, ceux qui vont lire et même payer la monnaie un peu qui est pratiquée sur cette plateforme pour lire en webtoon passeront pas par la case papier après, et de la même façon que les lecteurs de comics plus traditionnels qui attendent de toute façon le papier ne vont pas forcément aller essayer le webtoon, mais j'ai testé pour le coup parce que les 3 premiers chapitres sont offerts et je trouve qu'en vrai c'est pas dégueulasse. J'étais assez circonspect sur le fait de comment on fait pour adapter les cases de Ron Garney dans ce format de lecture-là. Mais en fait, il y a des astuces qui ont été trouvées, notamment certaines cases très verticales qui, pour le coup, passent vachement bien, je trouve, dans ce format de scrolling. Donc, je sais pas ce que tu en penses si tu es en train de checker dessus, mais franchement, à voir sur la durée si ça permet de convertir quelques personnes ou ça permet juste de faire prendre compte en fait à tous les utilisateurs et tous les consommateurs de webtoon qu'en fait ça peut aussi exister dans un format venu des États-Unis. Mais je trouve l'initiative plutôt intéressante. Je sais pas dans quelle mesure elle a été avis, ça va même s'accélérer en fait, ce genre d'initiative d'ici je pense pas. Alors par contre là je pense pas du tout. Moi je pense dans la mesure où moi je pense pas. Tu sais, c'est un peu comme les influenceurs qui ont quitté YouTube pour aller vers TikTok ou Twitch pour aller vers TikTok parce que simplement le public est là et les vues sont exceptionnelles. En France, c'est quoi? C'est 6 millions de lecteurs de webtoon. Ah bon? Je crois. En tout cas, il y avait l'éditrice de Naver, je crois, qui disait eux, ils avaient 2 millions déjà, donc c'est quand même beaucoup. Et le marché au global, c'est plusieurs millions. Mais en fait, il faudrait qu'on en parle avec un jour, si tu veux l'inviter, Sparkle Ruti, l'autrice de Colossal, qui est une experte du sujet des webtoons et qui a, pour le coup, des données que nous n'avons pas, dans la mesure où elle travaille sur ce secteur-là. Et en fait, c'est vraiment un marché qui est colossal, justement, excellent, et qui va en fait simplement continuer à s'accélérer. C'est un des principaux pôles d'attractivité dans les nouveautés de la bande dessinée de ces dernières années, qui a progressé en part de marché énormément depuis 10 ans. Et voilà, l'offre elle est simple, elle est facile. On voit que Marvel avait déjà commencé à faire ça en partie avec certaines BD qui étaient réimprimées au format webtoon pour essayer de capter du nouveau public, notamment le Moon Knight de Jeff Lemire, et aussi les offres avec le Jeff le requin, toutes ces conneries-là l'année dernière. Je pense que c'est un effort global et simplement, effectivement, c'est être un produit d'appel qui coûte pas grand-chose, qui après peut éventuellement convertir vers l'achat définitif pérenne. De la même façon qu'en fait, on fait des previews de chapitre 1, pendant la période Covid, c'était un peu la mode, tu sais, où tout le monde mettait les 20 premières planches d'un numéro en ligne ou le numéro 1 gratuitement pour attirer. Et comme il y a l'attrait du format, qu'on a un marché de consommateurs qui est déjà implanté, qui est déjà installé et qui prend cette habitude-là petit à petit, j'ai envie de dire qu'effectivement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, Berserker, j'ai pas un avis très optimiste, enfin moi, très enthousiaste sur cette bande dessinée, donc on verra. Le nom de Keanu Reeves, à mon avis, suffit de toute façon à vendre. Les séries Netflix et le film qui arriveront beaucoup plus tard devraient aussi faire une publicité tardive à ce projet-là, parce que Netflix fait la publicité pour les adaptations, pour les bouquins dont ils font les adaptations. Donc on verra bien, mais à mon avis, ouais, c'est une stratégie qui serait intéressante de surveiller pour voir déjà si ça marche. Et si le public des webtoons, qui est quand même plus habitué à une BD plus orientale, répond bien au code comics, on va dire, enfin en tout cas à l'esthétique comics. Et si les d'autres éditeurs suivent cette voie. Non, je pense pas, parce que les autres éditeurs ont pas forcément de plateforme webtoon qui leur est propre, qui leur appartient, donc je suis pas sûr qu'ils aient envie forcément de mettre. Et puis il faut un travail d'adaptation, parce que tu peux pas juste mettre ta planche de BD comme ça. Là, c'est vraiment un travail d'adaptation qui est fait sur chaque case. Si t'avais lu justement le Moon Knight en webtoon, tu verrais qu'il y en a qui s'en battent complètement. Enfin, en tout cas, Marvel, eux, s'en battent les couilles.
ils font un carré autour d'une case, enfin dans une case, hop, ils la mettent, grand espace blanc, carré suivant. C'est vraiment, moi je pourrais te le faire, hein, le découpage webtoon qui est exigé par une major comme ça. Enfin après c'est juste une théorie personnelle, hein, mais de toute façon quand le consommateur est présent sur un marché, c'est rare de voir les éditeurs ne pas essayer d'aller occuper ce marché. C'est ça, disons que c'est eux pour le coup, c'est Delcourt qui tente en premier. Corentin, on passe du côté de la VO avec quelques annonces sur lesquelles je vais te laisser un petit peu monologuer. Est-ce que tu peux me parler de ce curieux roman graphique Lost Boy de Jay Martin, qui apparemment a bossé sur Ad Astra, qui nous arrive donc chez Dark Horse Comics. Bah, effectivement, alors cette news est au programme parce que Arnaud ne me demande pas avant de faire le programme. Je suis un tyran, faut le savoir. Parce que j'ai pas grand chose à en dire dessus. Alors du coup, je vais vous parler de Jay Martin, ce sera plus intéressant. Jay Martin, en fait, au départ, c'est donc un artiste visuel qui travaille dans le storyboard, qui a fait pas mal de films, quelques vrais grands films. Donc effectivement, il était concept artiste sur Ad Astra. Il a été illustrateur sur pas mal de projets comme Amazing Spider-Man 2 aussi. Et sur le film Constantine, d'ailleurs, tiens, en 2005, effectivement, il avait travaillé là-dessus. Donc c'est un mec qui connaît les comics, c'est un mec qui est fan de comics. D'ailleurs, pour l'anecdote, comme il était storyboard artist sur le clip Rock My World de Michael Jackson, tu sais, avec Marlon Brando, Michael Madsen, Chris Tucker et tout, qui était l'un des derniers grands clips de Michael avant le début de la déchéance et de la retraite, qui l'ont ensuite mené vers la mort. Il avait du coup décidé de se spécialiser dans la mise en scène de clips vidéo. Donc il avait fait pour Wolf Mother, Plain White Tees, pas mal de mecs que tu connais probablement beaucoup mieux que moi, Death Cab for Cutie aussi, les fameux Eagles of Death Metal. Donc il a fait des clips pour tous ces gens-là et en fait c'est devenu un spécialiste du clip vidéo. Il a un peu lâché le cinéma pour ça. Et c'est intéressant parce que Dark Horse justement depuis quelques années accueille beaucoup d'externes du comics qui veulent en fait produire une petite BD sur leur temps libre. Alors lui n'est pas une vedette, hein, évidemment, je pense pas qu'il soit très connu en dehors de la niche très fermée des gens qui s'intéressent beaucoup aux réalisateurs de clips vidéo. Mais tu peux mettre sur la couverture par l'un des concept artistes de Ad Astra, par le storyboard artiste de Amazing Spider-Man 2, qui avait effectivement des scènes assez dynamiques, et tu pourrais imaginer que les storyboards étaient jolis. Et donc il va faire une BD qui sera un survival, où un jeune homme survit à un accident de voiture, se paume dans les bois et va devoir survivre, simplement. La piste que lui décide d'emprunter, c'est pas justement d'aller dans le thème Lara Croft, on va dire, où d'un coup, ça y est, il a un instinct de survie de malade, il va buter une biche avec un bout de bois taillé et décider d'être Rambo avec un arc et des flèches. C'est plus que lui, justement, va opter pour la compassion. Donc on imagine très bien que justement, il va pas tuer une biche et que plus tard, quand il sera en danger, la biche va venir l'aider. Je suis scénariste. Pas très bon. On parie. Je parie beaucoup d'argent là-dessus. Mais donc voilà, c'est un petit roman graphique qui a surtout pour intérêt de montrer que Dark Horse continue d'accueillir donc des non-professionnels de la bande dessinée, même si lui, en l'occurrence, est dessinateur et c'est lui qui illustre le roman graphique. Après David Duchovny, après Patton Oswalt, après le réalisateur de Traîner sur le bitume, yes. qui avait fait du coup ce roman graphique Organism from Outer Space, je crois. Tu l'as lu d'ailleurs? Non, parce que je l'ai. C'est perché. Hein. Ouais, il faut que je le chope. C'est vraiment dessiné de manière assez particulière. Enfin, tu verras, mais je sais pas si ça va te plaire. Et donc voilà. Et puis aussi les artistes de Warcraft aussi qui étaient venus, de Blizzard pardon, qui étaient venus, du coup de Warcraft, qui étaient venus faire un petit roman graphique récemment là. Donc voilà, plein de gens qui ne font pas de BD d'habitude, mais qui s'y mettent. Et Dark Horse est ravi de pouvoir leur ouvrir leurs portes. Dans la mesure où c'est un éditeur qui justement maintenant a des billes un peu avec l'industrie plus porteuse du jeu vidéo. Peut-être que c'est une façon de consolider un catalogue ou d'essayer de miser sur le Star Talent. Je sais pas exactement à quoi ils jouent, très honnêtement, mais ça ne gêne pas la production normale de Dark Horse. Ouais, faut leur demander, hein, tout simplement. Vous jouez à quoi? Ils diront, moi, Elden Ring en ce moment, clairement, parce que c'est trop bien. Calypso Protocol et je me fais chier. C'est ça, ouais. Bah, de toute façon, tu te fais chier que pendant 10 heures, après tu l'as fini, donc ça va, heureusement, c'est pas très très long. Corentin, tu aimes le jazz, je crois, non? Tu aimes le jazz? Oui, enfin, je suis pas un expert, hein, mais... C'est vrai que si vous allez, J'ai lu Blue and Green, c'est vachement bien. Achetez Blue and Green. Oui, on va en reparler bientôt, mais effectivement, c'est vraiment très 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 bien. Faut savoir que généralement les samedis soirs de pluie, si vous allez dans un bar un peu brumeux, vous trouverez Corentin adossé à une table comme ça, avec un chapeau vissé sur la tête, duquel s'échappent encore quelques gouttes de pluie, une cigarette allumée, voilà, qui crépite, et derrière, dans le fond, vous avez une scène où justement Arnaud Kikou en train de jouer du saxophone, avec une magnifique chemise et une cravate de bâtard et des bretelles, il me pique les bretelles, joue du saxophone d'un air mélancolique et langoureux. Et moi, je regarde mon verre et je pense à la vie. Voilà. Je pense à Sabrina. J'ai disparu depuis 3 semaines. Bref, donc, effectivement,
pour du coup comprendre cette amorce étrange d'Arnaud Kikou. J'allais dire qu'il fallait que je reprenne. Tu sais que j'aurais dû reprendre les fonds sonores qu'on a eu sur le podcast Short Story pour que les gens se mettent vraiment dans l'ambiance. Kyle Higgins va faire une BD, pas un roman graphique du tout, une mini-série en 6 numéros sur le jazz, avec son ami Joe Clark, puisque en fait je ne savais pas, mais Kyle Higgins lui-même est musicien, comme toi a priori, parce qu'il a joué dans des pas mal de groupes de jazz, il est multi-instrumentaliste. Donc depuis qu'il est gosse, lui et son pote Joe Clark, en fait, on fait différents groupes, on fait différents quartets, quintettes et toutes ces sortes de choses. Et ils ont décidé ensemble de créer une bande dessinée en hommage à leur amour pour le jazz et l'inspiration que eux trouvent dans cette belle musique qui a traversé les générations. Donc 6 numéros, une anthologie avec une histoire et un profil différent par numéro. L'avantage étant que on aura 6 artistes, parmi lesquels Danilo Beirut, dont on avait parlé pour son travail sur Frank Miller Presents, Elena Masselis, Diego Greco, Ramon Perez quand même, Juniba, et Toby Cypress pour le Deep Cut 6. Donc voilà, c'est multigénérationnel avec chaque fois une époque et une ville différente, enfin une ville, pas forcément une ville différente, mais j'imagine qu'on va rester beaucoup autour de la Nouvelle-Orléans et de Chicago qui sont un peu les 2 grandes places fortes du jazz. Bon, il y a New York aussi évidemment. Donc voilà, on commence par un numéro qui se passe en 1917 avec un clarinettiste. Pas du tout. Pourquoi j'ai écrit un clarinettiste? C'est un cornettiste. Pas du tout. Pourquoi j'ai écrit clarinettiste? Je sais pas quoi. Donc un jeune homme qui joue du cornet à piston, l'un des instruments vedettes et signatures du début du jazz, qui va rencontrer son idole. Et les premiers dessins sont très jolis. Ça a l'air assez inspiré, assez passionné justement par cette musique-là qu'il pratique et qui donc, j'imagine, connaissent de fond en comble. Joe Clark est un musicien professionnel justement, contrairement à Higgins. Moi j'aime bien Kyle Higgins depuis quelques années, je trouve qu'il se trouve un peu petit à petit, déjà avec Radiant Black qui est une série qui est sincère et qui accouche un petit univers partagé bien à elle, avec le travail sur les Power Rangers aussi, un peu moins avec les trucs Ultraman nuls, et là finalement un projet qui tombe un peu du ciel. Je n'étais pas au courant qu'il jouait de la musique, ça a l'air effectivement d'être un truc qui lui tient à cœur. C'est un beau roster d'artistes, c'est un truc qui peut être assez intéressant. Ça tombe plutôt bien parce qu'effectivement là, Wolverine Green vient de sortir en VF et qu'il y a, pareil, j'imagine, une petite niche de gens qui sont à l'intersection des fans de jazz et des fans de comics comme moi. D'ailleurs, n'allez pas au caveau de la Huchette à Paris, un club de jazz nul, où on te fait payer 10 € pour une pinte de Corona. Donc voilà, c'est ça sort chez Image Comics au mois d'avril et on est content. Très bien, Corentin. Toi qui es fan de jazz, Arnaud, qui est pratiquant même. C'est pas tant le jazz, moi je préfère faire du funk, tu vois, au saxophone. En vrai, c'est plus dans les trucs un peu plus. Ouais, mais t'es au courant quand même que ton instrument a été designé pour le jazz. Ouais, mais c'est pas grave. Mais ça t'intéresse ou pas, enfoiré? Et tu veux pas avoir des gens qui jouent du saxophone dans une BD? C'est pas un truc qui te fait rêver? Bah moi je joue du saxophone, donc j'ai pas besoin d'en avoir dans la BD. Si je veux voir des gens qui jouent du saxophone, je sors mon saxophone, je me regarde dans un miroir et je kiffe, tu vois. Je fais oh yes. C'est la phrase la plus bizarre. C'est clair, c'est clair. L'égocentrisme, qu'est-ce que c'est? Non mais si, je suis curieux de voir, mais je trouve que en plus le projet est vachement. Après moi, j'écoute pas de musique, j'écoute ma musique. Non mais le projet est d'autant plus intéressant avec ce concept d'avoir un artiste différent par numéro pour voir ce que chacun peut apporter. Puis Johnny Barr, encore une fois, qui se place un peu. Ouais, mais qui grimpe, hein, mine de rien là, on le voit de plus en plus. Du coup, regarde, tu vois, ça c'est les premières planches avec ce style justement qui fait très effectivement début du siècle américain, très et puis le lettrage aussi qui est assez joli. Là je peux pas zoomer, c'est dommage, mais il y a une technique de lettrage qui est assez sympathique. Donc ouais, non, moi on surveillera, et on vous en reparlera si c'est bien. Très bien. Du côté de DC, maintenant des Big Two, 2 petites annonces aussi à chroniquer. Corentin, c'est d'une part le fait que Tom Taylor et Nicolas Scott reprennent les Titans dans le cadre de l'opération Dawn of DC, donc qui doit s'étaler un petit peu sur toute l'année avec des nouvelles séries. On a déjà fait un premier point il y a quelques temps parce qu'il y avait une vingtaine de titres qui étaient annoncés, donc là ça se confirme pour certaines séries et on apprend aussi les équipes créatives donc pour les Titans qui vont temporairement remplacer la Justice League, puisque la Justice League, on vous le rappelle, elle a disparu avec la conclusion de la série de Bendis et avec le numéro 75 qui était écrit par Joshua Williamson. Ouais, et on va pas vous spoiler ce qui se passe dans Dark Crisis. Mais... Cette disparition entraînant ensuite les événements de Dark Crisis, et donc pour l'instant toujours pas de Justice League, de série régulière Justice League, même si on voit sur la fresque en fait ça arrivera certainement
pour la rentrée, puisqu'il y aura un événement estival, et puis l'événement de septembre, ce sera très certainement donc ce Return of the Justice League que l'on arrive à discerner très clairement sur la fresque de l'éditeur à deux lettres. Mais en attendant, donc les Titans prennent le lead quelque temps avec Tom Taylor et Nicolas Scott au dessin, l'équipe créative qu'on avait déjà eu ensemble sur Earth 2 il y a des années maintenant. Ouais. Il y a vraiment très très longtemps, donc ça fait quand même plaisir de les revoir tous les deux ensemble. Surtout pour Nicolas Scott qui était plus vraiment depuis la Wonder Woman de Greg Rucka, je suis pas sûr qu'on l'avait vu sur du régulier chez DC. Après elle avait continué Black Magic un peu, je crois, justement avec Rucka. Ouais, tout à fait. Mais que t'es pas non plus ni son meilleur projet à lui ni son meilleur projet à elle. C'était quand même beau, en l'occurrence. Moi, je trouve que c'est beau. Moi, je préférais le passage avec Liam Sharp, j'avoue. Je trouve qu'il était plus inspiré là-dessus. Et puis, Liam Sharp s'est bien révélé. Son style a continué d'évoluer. Bref, mais les deux, enfin, c'était la première période, quoi. Les deux premières périodes avec Nicolas Scott d'un côté et Sharp de l'autre, moi, je trouve que c'était. Je préférais le parti ténébreuse de Sharp. Ok, voilà, très bien. Mais tu fais ce que tu veux. C'est un excellent dessinateur. Mais tu fais lisez Batman Reptilian. Nicolas Scott est une excellente dessinatrice. Mais bien sûr, justement. Mais j'aimerais bien voir ce qu'elle pourrait donner sur un autre coin de l'univers DC. D'autant que là, c'est assez étonnant. Il n'y a pas Jonathan dans cette version des Teen Titans, qui sera donc menée par Nightwing, voilà, où Tom Taylor excelle comme Jaja, avec évidemment Donna Troy, avec Wally, avec Starfire bien sûr, avec Raven, Beast Boy et Cyborg, les classiques, dans une histoire effectivement qui ressemble beaucoup au fameux plan d'Andy Dio pour la Generation 5, ce grand projet où justement les jeunes héros devaient devenir adultes et remplacer petit à petit leurs homologues parentaux. Donc c'est plutôt intéressant de voir que chez DC rien ne se perd, rien ne se crée, de voir que Tom Taylor devient peu à peu l'un des lead scénaristes de la maison, puisque là, à défaut d'avoir récupéré la Justice League, il a récupéré l'équivalent temporaire de la Justice League, et je serais pas étonné de le voir à terme sur la Justice League, voilà, grimper les échelons jusqu'au point logique où il commandera tout le navire. C'est peut-être la fin justement de l'ère un peu Williamson qui nous a occupé pendant quelques années avec Dawn of DC, cette prise de pouvoir. Donc on est plutôt content, belle équipe créative, belles annonces, belle année en perspective chez DC Comics. Quand même un petit mot pour les Green Lanterns, déjà parce que on parlera tout à l'heure de ce qui attend les Green Lanterns sur les écrans, mais je pense qu'on va enfin sortir un peu de cette espèce de long tunnel qui a été la fin de la période Geoff Jones et la relative stagnation. Tout le monde n'est pas d'accord, il y a eu de très bons moments, je suis d'accord, mais le Hal Jordan c'était vachement bien, Tom Morrison. Tout à fait. Non mais ça c'était génial, mais c'était quasiment pas canonique, tu vois. Enfin c'était juste un délire de Morrison qui s'était fait ce petit plaisir de rendre hommage à plein de trucs et tout, comme d'habitude. C'était effectivement excellent, mais l'univers Lanterne pour moi il a vraiment du mal à rebondir. Il y avait Saul quand même qui était passé sur bref, donc on va pas, voilà. Le projet de scinder en deux comme Captain America, Symbol of Truth et Sentinel of Liberty, l'identité Green Lantern se confirme, avec donc d'un côté Jeremy Adams, voilà, et Xermanico au dessin pour la série sur Hal Jordan. Bon, pour moi c'est Jeremy Adams, j'avoue que je peine à trouver des moments intéressants de sa carrière, mais Xermanico, donc ça veut dire quand même que DC prend cette série-là au sérieux, dans la mesure où c'est l'un des artistes vedettes depuis quelques années, et qui était présent sur Flashpoint Beyond, etc. Philip Kennedy Johnson va de son côté commencer par faire des backups dans la série Hal Jordan pour l'histoire de John Stewart avec Osvaldo Montos. Alors je pense pas que ce sera l'artiste définitif à mon avis, parce qu'il y a des plus gros noms à mettre sur John Stewart, surtout si encore une fois il aura le droit à un coup de projecteur sur les écrans d'ici les prochaines années. Et pour conclure, donc l'équipe créative de la série Cyborg, qui étonnamment a l'air intéressante. C'est Cyborg en fait qui rentre à Détroit, qui oublie un peu sa vie de super-héros, et une fois sur place s'aperçoit qu'en fait un géant de la tech qui travaille dans les intelligences artificielles s'est implanté et peut-être entretient de sombres desseins. Alors évidemment tu dis Cyborg et IA, tu dis oui bon ok, c'est tellement facile comme idée, c'est limite le truc qui te vient en tête quand tu veux faire une série sur Cyborg. Mais aujourd'hui, IA ne veut pas dire ce que ça voulait dire hier. Aujourd'hui, les IA menacent vos emplois et vos vies et notre société. Si vous travaillez dans le doublage ou dans la conception graphique ou le design de costumes, la mode, etc., vous serez les premiers touchés. Et ensuite, ce sera nous quand ChatGPT aura appris à nos employeurs à écrire des articles. C'est déjà le cas. Hein. Voilà. Ça commence déjà. Tous baisés, et après, ce sera les il y a même déjà des sites qui aspirent des contenus pour les traduire automatiquement et formidable. Non, mais on est déjà. Donc voilà, on va tous crever à cause des IA et de la robotisation de la société. Merci à ceux qui croyaient se faire du bien en ignorant les artistes qui disaient que c'était dangereux. Donc voilà, en tout cas, ce sera le sujet de la série Cyborg, et ça peut être intéressant parce que on voit qu'aux États-Unis, il y a un vrai mouvement au sein des artistes de comics
bah justement pour se prémunir des éventuels dangers de l'intelligence artificielle qui déjà agglomère leur travail sans leur demander leur avis et peut déjà reproduire un phrase-état parfait. Si vous demandez Spider-Man par phrase-état, il vous fera un Spider-Man par phrase-état. Sauf qu'il aura 8 doigts. Donc, sauf qu'il aura 8 doigts et beaucoup de dents. Enfin, Spider-Man, du coup, est masqué. Et il n'arrive pas à faire le logo de l'araignée. Ouais, c'est quand même des limitations très restreintes par rapport à Mini Dali l'année dernière où tout le monde se foutait un peu de la gueule du truc. Ça a progressé à une vitesse de taré. Donc, trouvez des travaux manuels qui ne seront pas remplacés par les machines tout de suite, vite. Ou des boulots très intellectuels où on ne fera jamais confiance à une machine plutôt qu'à un homme. Donc, voilà. Bref, ce sera le sujet de la série Cyborg. Désolé pour cette petite parenthèse anxiogène. Et voilà, plutôt de belles annonces, je trouve. Ça a l'air modeste, mais encourageant. Très bien. Et dernière annonce aussi du côté de Marvel, c'est la série Adam Warlock Rebirth dont on avait déjà parlé par Ron Lim. Ouais, Ron Lim et Ron Mars. Et Ron Mars, les voilà. Les Ron. C'est ça. Le double Ron. Les ronrons. Les ronrons. Petit patapon. T'as pas lu mon article? J'ai écrit les ronrons tout le temps. Ah, d'accord. Non, bah non, c'est vrai. Voilà, t'en as rien à foutre. Oui. Et bah voilà. Ouais. Et bah voilà. Et parle-nous un petit peu comme ça qu'ils introduisent une Eve Warlock dedans, alors sachant que c'est pas la première fois forcément qu'il y a un personnage féminin à Smithos qui avait été rajouté. Bah non, Arnaud, c'est pas la première fois. C'est vrai ça. On sent que la partie comics est très restreinte cette semaine. Donc effectivement, Adam Warlock, création donc de l'Enclave qui voulait créer un être humain parfait pour faire progresser l'humanité, résoudre les crimes et les conflits, etc. Un peu comme Ultron. Mais qui va réussir à créer une sorte de dieu cybernétique qui ensuite partira vers les étoiles, rencontrera Thanos, entrera dans la grande saga du Gant de l'Infini et deviendra l'une des principales divinités cosmiques, on va dire, de l'univers Marvel au point d'être encore là aujourd'hui, d'être encore utilisé assez régulièrement. Le fait d'avoir justement cette espèce de retcon féminine, ça participe d'une sorte de double problème, c'est que déjà effectivement donc ils vont créer une Eve Warlock qui aurait été créée en même temps voire avant Adam comme une sorte de jumelle. Donc Adam et Eve, oh là là, ils sont futés chez Marvel. Et elle serait plus puissante, plus forte, aussi plus menaçante, plus méchante que son homologue masculin. Effectivement, c'est pas nouveau, puisqu'en fait, dans la saga de Adam Warlock, au départ, il s'appelle pas Adam Warlock, il s'appelle Him. Donc c'est une création de Kirby dans les Fantastic Four. Et c'est plus tard qu'il prendra lui-même le nom d'Adam Warlock. Il y a aussi le Magus aussi plus tard, mais je vais pas développer là-dessus. Et en fait, une fois que Warlock s'est barré, l'Enclave se dit que l'expérience était bonne, donc recommençons. Et ce coup-ci, essayons quand même de le rendre plus manipulable. Donc ils vont créer une autre créature et demander à Doctor Strange de le machiner un peu dans le cocon pour qu'il soit justement plus facilement contrôlable par l'esprit. Ce qui sort de ce cocon, c'est Paragon, une créature qui a plutôt l'apparence d'une sorte de momie inca, qui va être vaincue plus ou moins par Hulk et Strange, et retourner dans son cocon en disant ma forme finale n'est pas encore arrivée et je reviendrai quand ce sera prêt. Donc beaucoup plus tard, Her sort du cocon, donc une créature qui ressemble à Adam Warlock avec des attributs féminins. Donc on pourrait se dire quelque part que Her est un peu l'un des premiers personnages transgenres de l'histoire des comics, dans la mesure où elle est apparue sous la forme d'un homme très masculin et ensuite d'une femme très féminine, c'est bien la même créature. Et c'était tellement une femme dans une période où les problématiques de genre ne se posaient pas forcément dans les termes modernes, que dès qu'elle est sortie, elle s'est dit mais je sais ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille voir Warlock et qu'on baise, comme ça on pourra avoir un super bébé et qui serait le sauveur de la galaxie. Et donc elle va essayer de trouver Warlock, qui va l'envoyer chier, et puis elle va devenir l'esclave de la Cabale, je crois, non, de la Crucible, et avoir un destin tout à fait secondaire. En fait, on pense très peu à Her dans la saga de Warlock en général, mais donc ça existe, et a priori Eve Warlock n'est pas le même personnage. Voilà, Her, ou maintenant Ayesha, est plutôt, enfin, ou Kismet, n'est plus vraiment une player intéressante ou importante. Je crois même qu'elle apparaît plus dans les comics modernes, pour être honnête. Donc voilà, ça va continuer à produire. On peut imaginer que c'est vraiment juste pour la série qui crée cette entité-là, qui ne sera probablement pas dans le film de James Gunn, qui ne sera même pas forcément canonisé ensuite, puisque si c'est aux origines de Warlock, c'est comme il y a très longtemps, et on aurait entendu parler d'elle depuis. Mais bon, chez Marvel, rien ne se perd, rien ne se crée, évidemment. Et tout se redcon. Tout se redcon, tout se recycle. C'est pas mal ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se redcon. C'est beau quand tu parles, mon gars. C'est pas mal ça. T'es un verbatimeur né. Donc voilà, en tout cas, ça continue enfin, ça va sortir. Ça n'a pas commencé encore la série Adam Warlock Rebirth, qui, pour rappel, donc, est une de ces séries rétro-nostalgiques de Marvel a le secret, qui reprend de vieilles équipes créatives connues pour avoir fait un run légendaire, en revenant dans leur continuité de base ou en les laissant ajouter ou enlever des éléments si ça leur chante. Peter David a rajouté sur le Maestro. Louis Simonson a changé des éléments sur ses X-Men. Enfin voilà, il y a différents trucs qui se manifestent comme ça. Et après avoir fait Silver Surfer Rebirth, Marvel a dit au ronron, les gars, il y a Adam Warlock cette année qui est au cinéma
Et il nous faut une série pour les nostalgiques. Et donc, ils font leur série sur les nostalgiques. Et j'imagine que si vous êtes nostalgique vous-même, vous devez être très content. Yes. Nous aimons les nostalgiques. Tout à fait. Puisque bientôt, nous serons nous-mêmes des nostalgiques. Moi, je pense que ça y est, je suis nostalgique. Ah, déjà? Ben oui. Moi, si tu me dis, par exemple, demain, Bendis, il revient sur Daredevil et il fait un arc légendaire, je dis, mais banco, j'achète. Ah, s'il relance les Marvel Knights, tu sais. C'est rare que quand on va pas arriver aux annonces de James Gunn, je vais être très nostalgique. Et encore, il y a des nostalgies que t'as même pas connues, mais juste parce que tu découvres sur le tas, tu dis, mais en fait, c'était tellement bien à ce moment-là, pourquoi ils le refont pas, quoi. Genre, Marvel Knights. Avec Statix, là. Ouais, ou à Marvel Knights aussi. C'est vrai que Statix, j'ai pas connu à l'époque, mais c'est vrai que c'était trop. Oui, bien sûr. Et Marvel Knights, effectivement. Mais là, c'est même plus la nostalgie. Pour moi, ce serait c'est pour ça que Excellent, c'est vachement bien. Et c'est même excellent. Ouais. Voilà. Incroyable. Il a été soufflé. C'est ça. Allez, Corentin, on a terminé pour la partie comics. On passe du côté des écrans avec une unique annonce qui va être très rapidement expédiée, je pense, du côté des séries télé. C'est que les séries Doom Patrol et Titans ne continueront pas à l'avenir. Elles se termineront avec leur 4e saison, chose qui a été faite avant l'arrivée de James Gunn au sein de DC Studios. Donc les scénaristes étaient heureusement prévenus pour apporter une conclusion à leurs séries respectives qui se termineront donc sur HBO Max après avoir démarré sur, rappelez-vous, la plateforme DC Universe. Eh oui, en écrivant sur le film Swamp Thing, je n'arrivais pas à retrouver le nom de la plateforme parce que je me disais non, ça peut pas être DC Universe, c'est trop con comme nom. Enfin, du coup j'ai retrouvé, je me suis dit mais si, c'était ça en plus. Comment les mecs ils ont cru que ça allait marcher de faire une plateforme qui s'appelle comme ça? Parce que c'était le début. Ça aurait pu s'appeler DC+. C'était le début, c'est ça, c'était le début du lancement où tout le monde a voulu sa plateforme, mais on voit bien comment le paysage se restreint. Là, il y a encore, je sais plus, c'est Paramount Plus et je sais plus quoi qui fusionnent maintenant aussi. En fait, tu vois qu'il y a plein de plateformes qui sont lancées indépendamment qui vont être obligées de rassembler leurs forces parce que. CBS All Access, non? Je sais plus. Mais je sais que j'ai vu le truc, j'ai fait putain, mais il y avait l'offre de lancement en France il y a 1 mois et 1 mois après, ils sont déjà en train de dire bon, en fait, on va fusionner. Et Lionsgate aussi qui avait eu ce problème-là. Ouais. Mais bref, donc, effectivement, donc une annulation qui n'est pas tellement étonnante. En fait, déjà 4 saisons, ça me paraît bien pour les Titans. Une série qui est quand même arrivée un peu en bout de course. Même si Berlanti Productions, en fait, c'est comme on l'avait dit, Berlanti Productions avait des accords particuliers avec Warner Bros. Ces accords ont été revus à la baisse ou à la hausse selon le point de vue auquel on se place. C'est pas tant que à la hausse ou à la baisse, mais en tout cas, c'est revu différemment parce que même s'il a encore signé avec Warner, on lui a dit par contre, tu feras des trucs qui seront pas DC. C'est ça, il a changé de contrat. Maintenant, il va travailler avec James Gunn. Il va être très autonome quand même. Il va faire des produits DC, mais pas que. Enfin, des produits. Beaucoup moins quand même. Faire des produits, quoi, simplement. Beaucoup moins, ouais. Et le fait que Gunn apparemment, que Warner Bros surtout compte confier à James Gunn la direction du pôle série, ciné et animation sur DC Comics fait qu'on n'a plus besoin en fait de se trimballer le produit d'avant. Ce qui veut dire que évidemment Gotham Knights sera annulé dès l'épisode 1. Enfin, qu'ils vont annoncer l'annulation dès l'épisode 1, mais c'est sûr et certain. Paris Kebab ou pas? Paris Douroum. Ils sont plus chers dans son quartier, les Douroum, c'est incroyable. Enfin bref. Donc ça, voilà. Et pour Doom Patrol, oui, effectivement, c'est un peu triste parce que c'était une bonne adaptation. En même temps, on peut peut-être espérer justement une série animée plus tard. Brendan Fraser s'est bien remis en selle avec la sortie de The Whale, qui, même si le film n'est pas unanimement bien accueilli, lui est considéré comme un vrai comeback. Il est dans Killers of the Flower Moon aussi. Ouais. De Scorsese. Donc voilà, il a sauvé sa carrière. Les autres interprètes qui sont dans la série soit avaient déjà une bonne carrière, soit d'autres projets en cours. Moi, je trouve ça bien déjà d'avoir eu ce petit truc qui fait plaisir à tout le monde, où on a eu les bons thèmes de Morrison mis en avant, les bonnes idées absurdes de Gerard Way mises en avant. Maintenant, il est temps de redécouvrir la série pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'est-ce pas, Arnaud qui coucou. Titans, moi j'admets que ça m'a très vite saoulé, donc je suis pas triste en fait, et je pense qu'on peut, et de fait en plus là on voit bien les Titans vont être très importants dans l'année de DC Comics qui s'annonce. On sait que les sidekicks vont probablement revenir parce que James Gunn est un homme qui a beaucoup moins peur des acolytes que les précédents présidents, j'arrive pas à parler aujourd'hui, de DC Entertainment. Donc voilà, c'était sympa aussi, ça a fait son boulot, maintenant on peut passer à la suite. Superman et Lois par contre qui continue par exemple, c'est pour le moment, pour l'instant c'est plutôt étonnant. Je me demande si elle va pas finir par se faire sabrer aussi. Ouais, elle peut continuer sous bannière Elseworlds comme il l'appelle maintenant avec on va y revenir après. Ce serait un peu dommage de la tuer trop vite parce que c'est une vraie réussite pour les fans de Superman qui là se prépare à être plus généreuse encore avec l'arrivée de Michael Cudlitz en Lex Luthor.
à mon avis, les gens, ils sont attachés. Et puis, tant que le nouveau film Superman n'arrive ouais, c'est pas, ça, j'ai envie de dire qu'ils peuvent la faire durer encore jusqu'en 2024, tu sais, pour une saison de plus, et puis arrêter quand Superman Legacy prendra le relais. Hein. Après, même pour moi, c'est pas forcément... Bah, moi non plus. Je sais pas si je suis partisan de l'idée que les séries doivent durer 28 saisons, mais ils pourraient continuer. Les gens ont fait la différence dans leur tête. On n'est plus à l'époque des années 2000, tu vois. Il y a plus ce problème de l'ubiquité, en fait. Les gens savent... voilà, il y a un Joker dans The Batman, il y a un Joker avec Joaquin Phoenix. Les gens, ils ont compris que c'est pas le même, tout le monde s'en fout, à part des crétins de chez Screen Rant ou chez OCBR qui font des articles putaclic sur regardez, les films sont connectés. Non, c'est pas connecté, c'est pas vrai, ferme ta gueule. Non, mais c'est fatigant à la fin, quoi. Ça fait quand même 5 ans que les mecs font les mêmes articles, hein. Voilà, enfin bref, je pense que les gens se sont fait à l'idée et que si la série fonctionne et trouve son public et en plus est un produit qui permet à HBO Max d'avoir encore quelques exclusivités, enfin de plateforme, puisque c'est quand même CW à la base. Pourquoi, tu vois, enfin pourquoi l'annuler? En l'occurrence, elle est encore assez jeune, cette série. Tu vois ce que je veux dire? Je vois complètement ce que tu veux dire. Ça fait très plaisir, ça, Arnaud. Et ma foi, c'est la fin d'une époque. Hein. De toute façon, on est clairement en train de tourner ces nouvelles pages qui tournent de toute façon pour DC en cette année. Et puis, alors, on verra les fruits de cette page tournée à partir de 2024-2025. C'est vrai que c'est même que c'est brutal, tout ça. Tu vois, j'ai vu beaucoup de gens réagir en mode bon, ça suffit les annulations là quand même, parce qu'ils ont annulé tellement de trucs en l'espace. Ouais, mais alors il y a tout. Ouais, mais il y a parce que là, c'est vraiment les retombées de la crise économique qui se font ressentir et de la crise de toute l'industrie. C'est pour ça qu'on voit toute la tech qui est licenciée à tour de bras, parce que ça touche Google, ça touche Amazon, ça touche Microsoft, ça touche vraiment toutes les boîtes. C'est Disney aussi qui va être touché a priori cette année. On pensait que voilà, toutes les firmes surpuissantes qui contrôlent le monde et qui le contrôlent toujours en fait étaient voilà à l'abri de tout souci. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et je pense que ça va continuer. Avec la mécanisation du travail par les IA. Non, mais il y a plein de trucs qui font que toute l'industrie du culturel, divertissement de masse est en train de se resserrer. Sur les jeux vidéo aussi, il y a plein de trucs. Il y a Ubisoft qui a sabré plusieurs projets de jeux en développement. Donc, plus Ubisoft, ils ont investi des fortunes dans les NFT. Mais moi, je le vois. Enfin, c'est vrai que c'est chiant et que c'est super très dur, à mon avis, pour toutes les personnes concernées, en espérant quand même qu'elles puissent rebondir. Mais sur d'une pensée à plus long terme, si ça permet de ralentir l'accélérationnisme, si ça permet de limiter la surproduction et que justement on puisse revenir à quelque chose d'un peu plus sain en termes de nombre de sorties, en termes de consommation de produits culturels ou la façon dont voilà on passe notre temps libre sur des œuvres, je me dis c'est peut-être nécessaire quoi, mais j'espère juste que les personnes touchées réussiront évidemment à rebondir mais surtout que c'est pas forcément antinomique, tu vois, tu peux avoir une profusion culturelle mais qui soit saine et qui soit respirable si les mecs s'organisent pour qu'il y ait une sortie qui n'en chasse pas une autre. Il y a quand même de moins en moins de grands groupes à l'échelle du cinéma et de la série télévisée et personne n'arrive à communiquer pour éviter de se tirer dans les pattes ou enfin, moi, je trouve ça quand même assez bizarre. Et le fait, par exemple, que Netflix, à mon avis, va passer une très mauvaise année, là. Ouais, surtout qu'en plus, ils sont en train de faire leur mise en place de réduction de pouvoir partager les mots de passe, là. Je sais pas s'ils veulent le mettre seulement aux États-Unis ou si c'est mais s'ils le font dans le monde entier, ils vont perdre en masse des abonnés. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Ça passera pas. Donc, j'ai hâte de les voir faire bataille arrière. Ça fait mal parce que moi, j'étais vraiment un de leurs principaux soutiens, justement, par rapport à d'autres groupes plus voraces. Et effectivement, Netflix a financé beaucoup de choses et permis une démocratisation du streaming, etc. Mais là, ils sont dans une stratégie du sauve qui peut et qui est triste à voir, je trouve. Tout le monde a compris qui est cynique en plus parce que vraiment ils te disent maintenant les grands films de réal, Passion Project et compagnie, on va arrêter parce que ça marche pas. Tu dis mais ça c'était l'argument des gens qui vous défendaient par rapport justement à votre côté on chie de la série algorithmique que tout le monde a oublié au bout de 2 semaines, tu vois. Et là, effectivement, le partage des mots de passe, c'est un truc les gens n'oublient pas en fait, ce genre de manœuvre de rapace. Non, tu fais pas ça, quoi. Non, surtout quand t'as compté les prix juste avant, c'est non, c'est ça, que tu mets non, mais clairement, à mon avis, ils vont se prendre un gros revers quand ils vont implémenter ça. On passe du côté du cinéma et ce sera l'occasion juste de vous faire une petite pause pour vous dire simplement merci pour votre écoute et vous rappeler que si vous appréciez ces podcasts, les front pages et tous les autres formats, eh bien vous pouvez le dire simplement en commentant sur notre site, en partageant sur les réseaux sociaux et nous avons également une page Tipeee qui est ouverte. Là on est en début de mois pour février, donc s'il vous reste quelque chose et que vous voulez soutenir à votre échelle le podcast, vous pouvez le faire et on remercie d'ailleurs les 3 personnes qui ont contribué depuis le dernier front page, donc Isaiah,
Maxime, Émilie et Skunt, merci à vous de votre contribution. On espère que voilà, donc là vous êtes 133 actuellement à nous soutenir et donc on vous remercie toutes et tous. On espère que voilà, d'autres personnes viendront rejoindre ce qu'on appelle la First Print Army au cours des prochaines semaines. L'adresse est dans du Tipeee et dans les descriptions de tous nos podcasts. Et d'ailleurs, si vous l'avez loupé, n'oubliez pas que nous avons sorti un épisode spécial de Super Friends avec James Tynion IV, intégralement doublé en français. Voilà, il n'y a plus de limite à l'écoute de nos podcasts avec les auteurs américains. Que j'écrive des comics. Je ne savais pas comment. Mais ça, j'ai James, ma phrase. James, vous êtes là de nouveau. Bonjour James. Bonjour Arnaud. Donc voilà. C'est super compliqué à faire. Désolé si vous savez la. Mais justement, c'est la petite pause. Il y a quelqu'un qui nous a demandé un petit peu de dire comment ça marche la préparation de ce genre d'émission, sachant que du coup c'est toi qui as fait. Arnaud interview James Tynion Force qui fait un fichier Wrath totalement en anglais. Puis nous passons audio par une traductrice pour la traduction et transcription de ce que dit Monsieur Tynion Ford. Donc ce n'est pas moi qui improvise les réponses à mesure que j'écoute les phrases en anglais. C'est-à-dire que vous remarquez que souvent je réponds un peu avant lui pour laisser le temps de la phrase d'être fluide. Et ensuite, après, je m'assieds devant l'ordinateur avec les bandes audio et pendant qu'il parle, j'essaie de trouver un rythme et une diction qui soit justement susceptible de couvrir tout ce qu'il va dire. Sachant que la traduction, mécaniquement, résume et escamote les E, les well, les machins, etc. Et donc, on doit essayer de jongler entre le début d'une phrase, la fin d'une phrase et la transition avec la suite. Donc, des fois, il faut que je le rattrape. Des fois, il faut vraiment que je laisse un gros blanc parce qu'il va dire un truc super long pour dire un truc super simple en français. Donc, c'est un vrai exercice. Je reste beaucoup de respect, du coup, à ceux qui font ça professionnellement depuis des années. Nos amis du doublage et de la transcription officielle de par le monde. Ça va évidemment s'améliorer, j'imagine, au fur et à mesure des épisodes et en fonction des différents phrasés de nos futurs invités, lesquels seront nombreux. Voilà. Et puis sinon, voilà, c'est simplement un petit exercice. Et puis moi, par contre, stressant, après, mais fun. Ouais. Et puis Arnaud, après, voilà, réenregistre ses questions en français. Donc quand on dirait qu'il engueule James Tynion IV, c'est juste qu'il ne parle à personne et du coup, il a pas un mec qui le regarde. C'est ça. Bah alors, James, tes comics, là, pourquoi tu veux faire des comics d'horreur? Première question. Mais alors, vous avez été à aucune école? Calme-toi, il t'a rien fait. Non, c'est pas ça. Non, mais après, du coup, c'est quand même un exercice aussi de montage qui est beaucoup plus long pour moi, qui prend beaucoup plus de temps parce que j'ai vraiment plusieurs pistes où je dois caler à chaque fois les réponses de Corentin par rapport à celles de l'interviewé et que je dois bien vérifier que les volumes sonores font que les réponses de Corentin soient audibles par rapport, mais que ça cache pas non plus le texte de la personne pour avoir vraiment cette illusion un petit peu radiophonique. Et effectivement, je dois aussi réenregistrer mes questions, donc ça fait beaucoup de coupes, de fils, de machin. Donc par rapport au montage que je passe habituellement, ça prend beaucoup plus de temps et c'est pour ça, de toute façon, c'est parce que c'est une collaboration qu'on fait avec Urban et que donc qu'il y a des sous qui ont été déboursés là-dedans, que on prend le temps de le faire parce que sinon c'est quelque chose, si c'était si simple et que ça demandait pas autant de temps, on le ferait pour tous les Super Friends VO et c'est bien pour ça que ce n'est pas le cas. Mais le jour où le Tipeee sera le jour où il serait 260 peut-être, on pourra faire ça à tous les Super Friends. Ouais, ça pourrait. Mais figure-toi quand même des gens qui m'ont demandé d'avoir le fichier sans le doublage, et que vous qui préfèrent écouter en VO. Ouais, mais je comprends très bien. Oui, mais on peut jamais satisfaire tout le monde, ça devient c'est un peu frustrant à la fin aussi, mais bon, on va voir ce qu'on. Même si tu veux, si j'avais le choix, je préfère entendre précisément ce que dit le scénariste parce que oui, non, mais parce que toi t'es anglophone. En plus, tout le monde, parce qu'on peut être anglophone au travail ou en lecteur, mais être anglophone à l'oreille, c'est plus compliqué. Ouais. Parce qu'il y a des façons de parler, des accents aussi. Bon, alors, en l'occurrence, Monsieur Tynion IV parle très clairement. Ouais, c'est énonce facile. clairement, je pense. J'ai un peu plus peur pour Zdarsky parce qu'il mitraille un peu plus vite. On verra. Ouais. Et donc, le prochain arrivera normalement là, ce mois de février. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Et voilà, n'hésitez pas à le faire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Maintenant, oui, on est quoi? On est dans la partie cinéma. Donc, une première belle nouvelle. Alors, t'as déconnecté là. Pour Corentin, parce que j'ai reçu un mail justement par rapport à un truc. Alors mais que le cinéma, Arnaud. Pulp de Brubaker et Phillips qui est en route. Pulp, cette petite BD tout à fait nulle, hein, Corentin, bien entendu, que tu n'as pas du tout aimé. Eisner Award du meilleur roman graphique. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, c'est nul. Non, mais ça c'est cool. Si le FIBD avait eu des couilles, bref. Ou si c'était pas raciste, les Américains, il faudrait qu'on en parle de ça aussi un jour, l'absence de comics dans les sélections du FIBD, mais bref, c'est un autre sujet. Un sujet un poil agaçant, d'ailleurs. Mais donc, Pulp, effectivement, de Ed Brubaker, on en avait parlé en podcast, on en avait parlé avec Bigor.
On en avait parlé donc à plusieurs reprises. C'était un projet de roman graphique qui s'était intercalé entre la nouvelle série Criminal et My Heroes Have Always Been Junkies, qui est donc en fait l'histoire d'un auteur de serial de cow-boy, Max Winters, qui s'inspire en fait de sa jeunesse où lui-même, qui est né au 19e siècle, a été un braqueur de banque, un braqueur de fin de diligence, on va dire, dans les derniers restes de l'Amérique des six coups, des destriers, des chapeaux et des foulards qu'on se met sur le visage. Donc voilà, il s'est inspiré vachement de cette expérience-là pour devenir un auteur à succès. À l'époque, en fait, des revues où le western, l'aventure, les histoires de Conan le Barbare, les histoires de Lovecraft, en fait, faisaient vraiment beaucoup d'argent pour les éditeurs, pas pour les scénaristes. Et bah dans cette Amérique-là, où il a été donc précarisé, hein, parce qu'évidemment un auteur ça gagne jamais vraiment beaucoup d'argent, il s'aperçoit que le parti du Bund américain, donc le parti nazi américain, progresse de plus en plus, et il va exécuter une mission en espérant se faire beaucoup d'argent à la clé. Donc c'est une œuvre qui est assez épaisse malgré sa relative brièveté, qui évoque donc la mise en abîme de Ed Brubaker par rapport à l'évolution du statut des auteurs aux États-Unis depuis l'époque de Robert E. Howard jusqu'à nos jours. Le statut de l'homme et du héros américain dans des États-Unis en pro-fascisme, qui est un sujet qui est extrêmement d'actualité dans la mesure où le parti nazi est revenu aux États-Unis. Et pas que d'ailleurs. Et voilà. Et aussi la mise en abîme de la fiction elle-même, puisque Brubaker, c'est un mec qui écrit déjà en s'inspirant de sa jeunesse, mais aussi en s'inspirant justement de ses grands auteurs et en s'inspirant de leurs personnages, que ce soit les Marlowe, que ce soit les grands récits de cow-boys, les grands récits de détectives, les grands récits de gangsters, qui alimentent sa bibliographie. Donc une œuvre super, une œuvre complète, une œuvre qui est belle, une œuvre colorisée par Jacob Phillips, qui va a priori être faite donc au cinéma par le metteur en scène qui s'appelle Thomas McCarthy, tu peux vérifier, le metteur en scène de Spotlight, en fait, ouais. film où des journalistes enquêtent sur la pédophilie dans l'église américaine, avec Michael Keaton, qui avait été lauréat du prix du meilleur scénario original devant Social Network, je crois, à l'époque, ça avait un peu fait gueuler. C'est Tom McCarthy, ouais. Tom McCarthy, ouais. Et qui, depuis, a écrit le film Stillwater avec Matt Damon, qui est un truc qui se rapproche un peu plus de l'œuvre de Ed Brubaker, puisque c'est du gangster. C'est une histoire de crime dans l'Amérique profonde avec, vous savez, c'est Matt Damon qui a une casquette bien américaine, une veste militaire comme tous les gros blaireaux de là-bas. Et à côté de ça, ce monsieur McCarthy, il a aussi été acteur sur The Wire. Or, on sait que Ed Brubaker voue une admiration sans borne, un culte démesuré à David Simon, qu'il considère comme son maître à penser. Si vous avez lu Gotham Central, vous avez peut-être dû voir qu'il y avait une légère proximité entre The Wire et Gotham Central. Et aussi, simplement le fait est que Brubaker a lui-même un peu répudié certains de ses premiers travaux en disant que c'était juste des plagiats de David Simon et que voilà. Et effectivement, on imagine qu'ils devaient être potes avec des potes en commun et que c'est un mec avec qui Brubaker sera impatient de travailler, contrairement à d'habitude, parce que jusqu'ici quand même Brubaker n'a quasiment jamais rien fait adapter de sa bibliographie indépendante. Fatal, on en a discuté, ça ne s'est pas fait. Killer Be Killed, ça devait être Chad Stahelski qui devait le faire, ça ne s'est pas fait. Velvet, je crois qu'on en a eu discuté à un moment donné, mais ça ne s'est pas fait. Les Reckless, a priori, c'est en discussion. Je crois que Sebastian Stan était intéressé pour le rôle du héros principal. Et malgré le respect que j'ai pour ce monsieur, qui finalement est un bon acteur, on s'en rend compte grâce à Aitonia et grâce à la série Falcon et Winter Soldier, où il joue bien mieux que ce qu'il ne jouait jusqu'ici. Je le vois très mal en Ethan Reckless. C'est un autre sujet. On fait beaucoup d'autres sujets dans ce podcast. Tiens, ça fait plein de fois que je dis ça. Mais donc ça fait un film basé sur la bibliothèque de Brubaker avec Brubaker au scénario. Pour l'instant, rien n'a été signé. On parlait d'aller voir Legendary Entertainment, mais parce qu'ils sont des gros investisseurs sur le marché du comics indé et surtout des créations Image Comics, mais ça n'a pas été signé. Donc il faudra voir, ça va mettre quelques années si ça se fait. Mais McCarthy, c'est un mec qui compte à Hollywood, qui a un nom, qui a un carnet d'adresse. Pulp, c'est facile à faire. En plus, c'est vraiment une histoire de 96 pages, donc tout est dedans, tu vois, début, milieu et fin. Le découpage est super facile à réaliser. Bon, donc finalement, j'ai envie de dire plutôt une bonne nouvelle, pour une fois. Comme l'arrêt de métro. Ouais, t'as perdu. Suivant. Pardon. Allez, Corentin, du côté du cinéma, est-ce que c'était une bonne nouvelle, le nouveau trailer de Shazam, Fury of the Gods? En fait, la rage des dieux. Il faut savoir, du coup, anecdote de création. Au départ, Arnaud voulait qu'on fasse un point très général sur les annonces de James Gunn pour DC Studios en début de podcast, parce que c'est
un gros sujet. Et j'ai dit, je ne veux pas finir ce podcast par le trailer de Shazam, la rage des dieux, pour finir sur une note optimiste pour une fois. Parce que j'ai envie de dire, started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now we're here. Non, mais ça, c'est une mode en ce moment dans les trailers à Hollywood. Tu regardes le trailer de Transformers Rise of the Beast, Oui. où ils te mettent des bouts de Juicy de Biggie. Le précédent trailer de Shazam, c'était Business de Eminem, où il va juste Let's get down the business. Mais il y a du Kendrick Lamar aussi qu'ils aiment bien mettre. Mais c'est éclaté comme truc. Enfin, ouais, c'est la mode. En plus, c'est les paroles qui décrivent exactement ce qui se passe dans le trailer. Enfin, oui, j'ai ça. C'est en mode c'est un rapport. Tu me prends pour un con ou... Et parce que avant à une époque, tu sais, c'était les ouais. Comme il y a eu les Beastie Boys à un moment donné aussi qui étaient revenus. Mais voilà, c'est les trending topics du cinéma de hollywoodien. Mais là en plus ça a tellement pas d'âme que t'as tous les stéréotypes. Donc t'as ce truc là musical et tout. T'as le trailer qui te montre tout le film, y compris les batailles finales. T'as la réplique, c'est un peu genre c'est trop marrant avec la référence à Game of Thrones. Khaleesi. Ouais. Ce qui m'a rappelé, tu sais, le film Power Rangers où à un moment donné t'as le Megazord qui écrase une bagnole, une Camaro jaune et qui dit pardon Bumblebee, tu vois, c'est le même genre d'humour. Référence pop culture, j'adore. C'est trop méta. T'as le héros qui va te dire qu'on va sauver le monde. Ouais. T'as le héros qui désamorce une scène dramatique avec une blague pas drôle. Ah, t'es vachement impressionnante. C'est exactement l'humour Black Adam avec les il a arrêté un missile et tout. C'est les gars, mais pourquoi vous prenez pas un peu le sujet des super-héros au sérieux? Pourquoi tout est affaire de blagues? Pourquoi c'est même pas des blagues marrantes? Pourquoi c'est pas joli? Pourquoi c'est chiant en fait? Enfin, et en plus, ce sera peut-être encore une scorie de l'ancien univers d'ici. Hein, je parlais tout à l'heure de Sparkle Rutil qui est dans sa vidéo d'analyse du trailer des Trois Mousquetaires avait dit en ce moment il y a une sorte de récurrence dans les trailers, il faut placer le mot guerre. C'est genre tu la veux ta guerre, viens, ça va être une vraie guerre et tout. Et là c'est pareil, genre il place le mot guerre, il place on va sauver le monde. Mais c'est un algorithme en fait, il y a rien d'original, il y a rien de nouveau. Les effets spéciaux, bon, on pourrait dire que ça va, tu vois, ça passe. Il y a un dragon quand même, hein. Et il y a plein de bestioles d'ailleurs mythologiques un peu avec le contexte en fait des filles d'Atlas. T'as l'impression qu'il y a un peu des sortes de minotaures ou de créatures un peu de la mythologie grecque, quoi. Ouais, très bien. Enfin, super, quoi. T'es pas épais, hein. Bah, en plus, moi, Zachary Levi, mais vraiment de plus en plus antipathique. Oui, mais alors là, c'est parce que c'est pour des considérations. Il est anti-vax, il m'est antipathique en tant qu'acteur. Je trouve qu'il joue pas bien. C'est quoi? Parce que du coup, être anti-vax, je comprends, mais être antipathique, du coup, c'est quoi l'hépatique? C'est quand t'es contre l'homéopathie. Ah, ok. Voilà. Mais ça, c'est plutôt bien. Anti-homéopathique, et du coup, on a raccourci ça en antipathique. C'est plus comme anti-vax, tu vois. Ouais, mais c'est bien d'être anti-homéopathique. Bah oui, je suis d'accord. Bah alors. Mais il m'est antipathique. D'accord, ok. Non, mais voilà, enfin, je trouve que c'est un mauvais acteur. C'est un truc qui est sorti gratos comme ça. Je trouve que c'est une grosse merde. Non, par contre, en vrai, et au-delà de ses croyances débiles sur, ce côté évangéliste un peu absurde où il dit qu'Hitler n'est pas un mec méchant et tout. Enfin bref, il a le droit d'être un garçon un peu farfelu dans la vraie vie. C'est plus que, voilà, moi dans Shazam 1, je trouve qu'il est nul. Enfin, il est vraiment très mauvais. Le film est mauvais. L'acteur est mauvais, il est pas marrant, il m'a pas arraché un sourire. Là, dans le trailer, je vois vraiment l'impression de voir un bodybuilder en pyjama, quoi. Et je suis désolé, je sais que c'est un peu le piège du cinéma de super-héros d'avoir toujours l'impression de voir des bodybuilders en pyjama. Mais là, sa tête sur le costume, on dirait, je sais pas, un deepfake. Ça marche pas, quoi. C'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas drôle. C'est pas rythmé, j'ai pas du tout envie de voir ce film, très honnêtement. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout, quoi. D'ailleurs, très honnêtement, le trailer. Ça va pas difficile de savoir qui ne sera pas présent dans le podcast d'Idiot Film. Ah bon, je peux me défouler après. Hein. On verra, en fait, ça dépend s'il m'énerve vraiment ou s'il est juste plat. Parce qu'après, moi aussi, j'ai lu le scénario, donc je sais comment ça se termine. Et effectivement, comme tu l'as dit, dernière scorie de l'univers DC, faut quand même se rappeler qu'on est dans l'année de l'inutile. Dans le canon de l'univers DC, ça veut pas dire que les films sont pas bien, hein, parce qu'un film peut être bien sans avoir une grande place chronologique dans une frise avec tel événement, tel crossover. Mais c'est quand même effectivement dur de se dire que ce film-là, si on n'est pas obligé d'aller le voir pour le lore, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller le voir? C'est ma question. D'ailleurs, Arnaud, parce que je suis très négatif, tu peux nous donner ton avis positif, toi qui as aimé le 1? Bah moi, j'ai grave aimé le 1. Je lui ai mis 4 étoiles sur comicsblog.fr et je pense que ça me restera comme le 4,5 de Age of Ultron de Typo de République. Mais c'est vrai que par rapport au côté bon enfant et l'aspect de comédie super assumé qu'il y avait dans le premier, qui était un peu la sorte de big avec des super pouvoirs, là j'ai vraiment l'impression effectivement de me retrouver avec un truc qui est lambda as fuck.
Ou c'est vraiment effectivement quelque chose qui a déjà été vu, déjà été fait. Alors c'est difficile de dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a déjà été vu ou fait dans ce cinéma maintenant. Il y a quand même un combat sur un pont d'autoroute. Pardon ? Quand même un combat sur un pont d'autoroute. Ouais. Ça, c'est très nouveau. Enfin, ça t'est jamais fait, hein, je crois. Non. Il y a des voitures qui sont brisées et des fenêtres de building qui explosent. Bah ouais. Même le dôme autour de la ville. Ça, c'est... Ouais. Là, pour le coup, je salue l'original. Non, mais voilà, ça a l'air du coup d'être un film qui se prend vachement plus au sérieux que le premier, alors qu'à la limite, c'était pas ce qu'il fallait faire avec la direction qu'ils avaient prise, en tout cas avec le côté justement tête de con, on va dire, de Zachary Levi avec toutes mes... Tu l'admets, du coup. Oui, mais moi ça me faisait, mais ça marchait en fait. Ça pour moi ça marchait dans le premier parce que je sais pas, j'appréciais la formule. Je trouvais qu'il y avait des moments d'absurde qui faisaient mouche. Et que justement parce que ça se prenait pas au sérieux, ça proposait quelque chose d'un peu différent par rapport au reste de l'univers DC. Là, ça a l'air d'être quelque chose qui essaye de faire des vannes tout en ayant un truc qui a l'air hyper premier degré avec vraiment genre ouais, il va y avoir des monstres et des dragons géants et tout ça, et il va vraiment falloir sauver le monde parce que les filles d'Atlas elles vont nous massacrer la gueule. Je sais pas, ouais, mais les gars, en fait, là, c'est à partir du moment où vous l'assumez plus vraiment, votre comédie, vous devenez plus très intéressant. C'est ça, en fait, que je dis que ça manque d'âme, c'est que le premier Shazam, je peux lui reconnaître quand même des trucs intéressants. Vu le personnage de Freddie Freeman, par exemple, qui est déjà l'insert d'un personnage handicapé, qui est jaloux que son frère ait des pouvoirs, etc. Enfin, c'est une thématique qui est intéressante, tu vois. De la même façon, la thématique de l'enfant qui passe de maison en maison et tout. Ou Mr. Mind, qu'on nous a promis à la fin, quand même. Là, si la trilogie est annulée, enfin, si la saga est tuée par... Elle est forcément tuée, c'est sûr, oui, c'est sûr. Par Gunn, mais après le 2, on va encore avoir une scène post-générique qui ne mène à rien. Avec, là, en l'occurrence, une chenille, quand même. Enfin, mais la chenille, moi, j'aurais été chaud, mais bien sûr. Et pourquoi aller chercher les filles d'Atlas, encore une fois, des guerrières badass qui envoient de la foudre et qui ont des dragons. D'accord, mais je veux dire, l'univers de Shazam, c'est pas que ça, c'est justement ce côté un peu... Mais elles sont en plus, elles viennent des... Je me rappelle même plus. Il y a toujours un lien, oui, plus ou moins, avec la mythologie grecque, parce que une partie de ses pouvoirs viennent de là, mais non, généralement, c'est Sivana, c'est le rocher de l'éternité, c'est Mind, ou alors c'est des trucs plus dimensionnels. Alors, tu sais qui c'est? C'est Black Adam. Ouais, bah oui. C'est marrant, hein. Du coup, c'est con, hein. Ouais, et ça, voilà, moi, ça m'agace. Pareil, Freeman, on le voit quasiment pas. Je veux dire, tout le monde était sorti du premier en disant quand même que le petit gars qui le jouait était super doué, que c'était assez impressionnant et tout, qu'il avait un niveau supérieur à pas mal des autres membres du casting, et finalement, là, ils le mettent pas du tout en avant. Bon, par rapport, évidemment, au fait que Shazam a rencontré Superman à la fin du premier, on se doutait bien qu'il y aurait pas de payoff à ça, puisque il n'y a pas d'univers partagé, donc voilà. C'était juste une vanne, hein, de toute façon. Ouais, non, mais je veux dire, tu pourrais imaginer, je sais pas, moi, qu'il y a eu un gag au début où il irait voir un membre de la Justice League. Bah attends, oui, ça tu sais pas, t'as pas vu le film. Non, j'ai pas vu le film, non. Voilà. On ne sait pas, peut-être qu'il y a une vanne comme ça, quand même. Ou un membre de la Justice League. Qui apparaîtra dedans. Ouais. Ah, peut-être, je sais pas. C'est pas sûr. Allez, Corentin. On verra bien, hein. C'est le moment de faire le gros point quand même sur le DCU de James Gunn, qui a fait donc les premières annonces tout pile à la fin du mois de janvier pour dire un peu de quoi sera fait le programme. Donc on va pas forcément tout vous lire puisque on a fait des articles séparés pour chacun de ces projets sur comicsblog.fr, mais dans l'essentiel, c'est qu'on va commencer avec une série d'animation qui s'appelle Creature Commandos, qui a déjà été écrite. Apparemment, le chara design est déjà aussi fait puisqu'on a eu un premier visuel pour donc cette équipe avec Rick Flag senior, avec Weasel de The Suicide Squad qui est de retour, avec Frankenstein et Bride of Frankenstein qui seront présents, il y a aussi G.I. Robot, pas G.I. Zombie mais G.I. Robot, Dr. Phosphorus et ce personnage aquatique dont je me rappelle pas le nom mais qui a été créé dans les Frankenstein Agents of Shade de Jeff Lemire aux alentours des New 52. Donc ça a l'air clairement d'être très orienté Merman. Merman? Non, mais elle a un nom. Bon, du coup, je vais cliquer. Elle a un nom, c'est Nina Mazursky, elle s'appelle. Ah oui, non, je l'ai pas retrouvé là. Donc ça, c'est la première. En fait, il y aura une première mise en bouche, je pense, en 2024, avec ce projet-là, puis la série Waller, qui doit faire donc le lien entre Peacemaker saison 1 et Peacemaker saison 2. Mais par contre, ça va vraiment commencer en 2025. Parce que à partir de là, normalement, le rythme qu'a établi James Gunn, c'est d'avoir 2 films et 2 productions HBO Max par an, sachant que son grand plan DCU doit s'étaler sur une dizaine d'années, avec un chapitre 1 qui s'appelle Gods and Monsters, un chapitre 2 qui aura un intitulé tel quel, mais surtout, et en parallèle, une ligne hors chapitre 1, hors Gods and Monsters, qui sera donc le DC Elseworlds, dans lequel on pourra ranger à la fois les films Joker, la franchise The Batman de Matt Reeves,
mais aussi peut-être le Superman, alors faute de mieux, le Je veux Superman, dire le Superman. Superman noir Joker. de Ta-Nehisi Coates. Voilà. Et sinon, on va avoir donc des films et des séries télé. Alors, le premier film qui va ouvrir le DCU, c'est le fameux film Superman écrit par James Gunn, qui s'appelle donc Superman Legacy, qui sera donc le reboot de l'Homme d'Acier. On devrait avoir aussi un film The Brave and the Bold qui prendra inspiration dans le run de Grant Morrison en nous présentant Damian Wayne sur le grand écran et avec voilà une relation père-fils qui fera plaisir et qui fera sûrement pleurer. Un film The Authority également, ce qui se base sur l'équipe créée à la base chez White Storm. Un film Supergirl, Woman of Tomorrow, inspiré des comics de Tom King et Bill Quisevely, qui nous montre une Supergirl très différente, un peu fucked up comme on dit, puisqu'en fait, dans le contexte du film, elle est jamais arrivée sur Terre, elle a dérivé sur un morceau de Krypton, elle a vu tous ses proches mourir, donc elle a un peu le seum, elle est un petit peu détruite par la vie. Un film Swamp Thing, ça c'est quand même ultra excitant, surtout que James Mangold a fait un tweet avec dans la foulée avec juste cette photo de Swamp Thing, enfin cette image, et donc si c'est James Mangold qui réalise, j'ai envie de dire que c'est quand même très enthousiasmant. Mais oui. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Et donc des séries télé avec donc Waller, on l'a dit, avec de sortie de The Batman 2 aussi. Oui, The Batman 2, mais comme il faut dire quand même que dans les plans de James Gunn et Peter Safran, il y a pas la série Pingouin, il y a pas la série Arkham Asylum, il y a pas Joker 2, enfin. Oui, parce que tout ça c'est le Elseworlds. Voilà. Ce qu'ils ont présenté hier alors on enregistre le podcast, c'est uniquement le truc DCU chapitre 1 de ce côté-là. Voilà, ça veut pas dire que les plans, comme on l'avait dit, les plans matrices ne sont pas pas touché, effectivement. Donc une série Wallers, une série Lanterns qui est en fait la refonte du projet Green Lantern de Greg Berlanti, mais en fait voilà, donc une série Lanterns qui s'intéressera à Hal Jordan et John Stewart. Et d'ailleurs on n'est pas sûr que ce sera une série Berlanti prod. Ah non, ce sera sûrement pas une série Berlanti. Il a dit HBO ou il a dit HBO Max? Il a dit HBO Max et a priori c'est une série de Lanterns qui annule et remplace la série Green Lantern qui était prévue qui se basera essentiellement sur. Attends, est-ce qu'on fait le détail? Et je finis juste de trucs, et donc une série Booster Gold, donc sur Booster Gold, qui ça aussi à mon avis sera pas le projet de films que Greg Berlanti avait en projet depuis très longtemps. C'est pas grave. Et une série Paradise Lost qui est présentée comme une forme de Game of Thrones qui se passerait sur Themyscira des années avant la naissance de Diana. Tu connais Krypton? Tu connais Krypton? Tu connais Gotham? Tu connais Pennyworth? Tu connais Pennyworth, ouais. Ouais, mais là ça peut être bien fait. En fait, le concept est pas mauvais en soi, c'est par qui il est fait en général. Donc si c'est des bonnes. En plus s'ils s'inspirent d'Adza, s'ils prennent ce côté, les Amazones communiquent avec la mythologie grecque, etc. Il peut être. Bien sûr. Mais attends, dans le détail, par quoi commençons-nous? Le plus important, c'est quand même Brave and the Bold. Pour moi, c'était le Superman Legacy, mais on savait que James Gunn allait faire un Superman. Oui. Alors, précision quand même, du coup, il n'est pas sûr de le réaliser. Non. Il le scénarisera, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas encore s'il va tenir la caméra. Ça va, je pense, beaucoup dépendre de comment le temps se gère. C'est surtout une question de temps, ouais. Voilà, parce qu'il doit aussi superviser. Alors, Waller, pareil, il ne la réalise pas, il ne l'écrit pas, il la produit seulement. Mais après, techniquement, il produit tout, hein, mais oui, de par le fait. Mais voilà, ça reste son bébé. Il y a un plan par rapport à Peacemaker, donc ça va lui prendre du temps. Peacemaker saison 2 à tourner. Superman Legacy à écrire et toute la gestion de l'univers DC à faire. Il faut voir s'il a le temps de mettre en scène un film. Je serais assez content, moi, le cas échéant. Mais voilà, pour moi, c'est pas la plus grosse annonce dans le sens où on n'a pas plus d'infos que c'est Superman sur Terre et il est optimiste dans un monde où les gens sont pessimistes parce que l'optimisme est passé de mode. Ce qui est effectivement une lecture assez réaliste du présent. Mais quand même, Brave and the Bold, moi je pensais pas qu'ils allaient ramener un Batman aussi vite. Oui. Surtout en concurrence ou en parallèle du Batman de Matt Reeves, ce qui est pas forcément un problème, comme on le dit souvent. Regardez, on a fait le top des comics tout à l'heure, les gens peuvent lire différents Batman. Ouais. Et moi, très différents. Et à l'inverse, je pense que c'est même sur cette dualité en fait, sur cette double présence de personnages iconiques, je pense que c'est même là où ils peuvent aller chercher Marvel Studios en fait sur leur terrain, parce que eux se sont imposés un univers unique avec une version unique des personnages, même si avec les variants en fait, ils commencent un peu à se laisser peut-être du lest là-dessus, mais ils l'ont toujours pas fait. Mais là, en disant clairement, surtout que c'est deux acteurs différents, ce sera surtout ça, parce que au pire, même quand t'as plusieurs Loki, au final, c'est quand même toujours la version Tom Hiddleston derrière, tu vois. Mais là, vraiment, le côté de dire, on va faire un film Batman papa dans un contexte Batman, voilà, qui est père qui découvre Damian Wayne, donc en s'inspirant vraiment donc du Batman and Son de Grant Morrison. Et en même temps, peut-être l'année d'après, enfin l'année d'avant, vous auriez eu le The Batman Part 2, donc en 2025.
Moi, je pense que, et pareil, le fait qu'il y ait le Superman noir de Ta-Nehisi Coates soit toujours en développement, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir donc ce Superman Legacy en 2025 et 2 ans après le Superman, je sais pas comment, de Ta-Nehisi Coates. Moi, je pense que c'est là qu'ils peuvent prendre un avantage en fait créatif, clairement, et marquer une différence de ton, pas forcément juste de ton, mais même de façon de faire par rapport à leur concurrent principal. Je suis d'accord. Après, à mon avis, ça pourrait éventuellement poser la question de la direction du film de Ta-Nehisi Coates, parce que quand même si c'est pas des origin story dans les deux cas, oui, mais est-ce que ce serait pas du coup plus intéressant de faire l'Elseworld Calvin Ellis, tu vois, plutôt que de refaire un autre nouveau Clark Kent, parce que tu vois là, The Batman, il tomberait, enfin Brave and the Bold, pardon, tomberait quand même quelques années après le début du Batman de Pattinson. Là, ça serait coup sur coup, 2 années sur l'autre, 2 nouvelles franchises avec un Clark Kent, dans un monde où voilà, de super-héros existent. Le contexte est pas le même, parce que là t'as un Clark Kent donc blanc, on va dire, dans le monde actuel, alors que le Clark Kent de Superman, ça on doit de Ta-Nehisi Coates, on doit s'intéresser à un Clark Kent noir qui a vécu qui a grandi dans l'Amérique ségrégationniste, donc c'est quand même pas le même. Je pense que l'angle peut être très 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 différent par rapport à ce qu'il a à dire de Superman. Hein. Vraiment. Ouais, moi c'est plus au niveau marketing, mais on verra bien. Après donc le Brave and the Bold, effectivement, donc c'est quand même Damian Wayne, ça fait super plaisir parce que c'est le seul bon Robin, non pas méchant quand même. C'est le meilleur Robin. Bah dis donc, je dois avoir mon avis, Polo, il y a le chat qui m'engueule là. Donc oui, voilà, parce qu'en plus c'est quand même la façon la plus intéressante de présenter le personnage de Robin, c'est en revenant justement à la vraie paternité et pas juste au côté parce qu'on sait que les États-Unis, voilà, il y a toujours eu cette espèce de blague rigolote, Batman est pédophile, Batman est gay, machin, etc. Vous êtes très drôles les gars. Et aller prendre ce Robin-là, ça veut dire aussi qu'il y a eu un passage du temps certain dans lequel il y a eu probablement Dick Grayson, probablement Jason Todd, probablement machin, etc. Donc ça veut dire ouvrir la porte pour de vrai à un Batman quarantenaire qui est père de famille et qui a au moins 10 ans d'expérience sous les bottes. Et ça, c'est quand même génial. Enfin, je veux dire, on n'a jamais eu un début de saga comme ça. Même si on peut considérer le début de Schumacher comme une sorte de nouveau recommencement, déjà c'est pas des bons films de base, enfin c'est pas des grands films de base, et il y a quand même l'idée d'un reboot à chaque fois. Là quand même, enfin t'imagines, tu fais Brave and the Bold 1 Leviathan Strikes, Brave and the Bold 2 non, Brave and the Bold 1 Batman and Son, Brave and the Bold 2 Leviathan Strikes, Brave and the Bold 3 Requiem et l'arc sur Apocalypse. Enfin, t'imagines, tu finis le Brave and the Bold 3 avec Batman sur Apocalypse qui pète la gueule de Darkseid, qui ressuscite son gamin, il redescend sur Terre et il se balance entre 2 buildings, c'est trop beau, et tu chiales et la vie est belle. Ouais. Quand même, c'est enthousiasmant, non? J'ai vu plein de gens dire que c'est pas cool, etc. Alors on n'a pas les annonces on n'a pas les équipes créatives, évidemment. On n'a pas les metteurs en scène et les scénaristes, mais on peut peut-être plus qu'à Kevin Feige faire confiance à James Gunn, qui est un réalisateur lui-même et qui a probablement dû batailler dans sa vie avec des producteurs pour avoir le droit d'exprimer une vision. On peut peut-être plus lui faire confiance pour sélectionner des artistes, surtout qu'en plus il te cite vraiment lui les comics, il cite les auteurs de comics, c'est pas comme Kevin Feige qui te dit et la saga culte Civil War, on va la faire en BD machin et tout. Non, là il dit voilà, moi j'aime bien Morrison, on va faire son Batman à lui, tout vient de là. Et au fait, l'année dernière j'ai lu une super BD c'est Tom King, Supergirl Wonder Woman of Tomorrow, c'est génial, viens on l'a fait en film. Il y a vraiment ce côté quand même caprice de gamin aussi, tu sens très clairement le mec qui voilà est un vrai geek à Hollywood. Et quand le geek, on lui laisse les commandes du navire, il peut se faire plaisir. Et donc, c'est ce qui ressort, en fait, de ces annonces pour moi. C'est que vraiment, en fait, on n'est plus juste à l'ère des cols blancs, ou de un peu ce qui en est le plus proche du geek jusqu'ici, qui était Kevin Feige, parce que c'était un mec qui avait une casquette. C'est un peu le critère déterminant du geek à Hollywood, c'est ce que t'as une casquette avec écrit Marvel dessus. Non, t'es un geek, c'est bon. Alors que là, c'est vraiment un vrai gros nerd, en fait. On est vraiment arrivé au stade supérieur. Et Swamp Thing, alors bon, là pareil, si on doit la décortiquer, ça peut tout dire et ça veut rien dire. Déjà, ce sera dans le même univers. Safran promet que ce critère-là n'imposera pas d'uniformité esthétique ou artistique et que chaque film aura son identité, sa liberté de ton. On peut voir à quoi ça va rendre. En tout cas, ça signifie déjà que James Gunn, qui avait pu faire un film rated R pour The Suicide Squad, continuera d'appliquer cette logique de différents produits au sein d'un même univers peuvent appeler à différentes classifications, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Moi, Swamp Thing, ça peut être bien et moins bien. Ce qui m'énerve dans cette annonce, parce que à la fois je suis très content, mais en même temps, c'est qu'ils disent que c'est les origines. Et là, je trouve ça dommage, parce que les origines du Swamp Thing, est-ce qu'on parle des origines de Len Wein, est-ce qu'on parle des origines de Alan Moore, est-ce qu'on parle même des origines de Scott Snyder, qui sont encore différentes?
ou même de Charles Soule, qui a trouvé une version très différente, enfin encore une fois très variée, de poser le problème Swamp Thing comme une sorte de saga de fantasy, guerrière, militaire. Enfin, il y a plein de façons de faire du Swamp Thing. L'origine, les premiers comics Swamp Thing de Vine, c'est peut-être pas les plus intéressants en présent. Tu vois, c'est ce côté vraiment crypto, horreur à l'ancienne, Arcane dans son château, etc. Enfin, tu vois, c'est pas forcément là qu'il faudrait aller. À mon avis, justement, faire un truc sur le vivant, sur le green, même aller prendre ce que fait Ram-V maintenant. Tu vois, qui t'a quitté Alec Holland pour pas avoir ce problème, en fait, de est-ce que Swamp Thing c'est un humain, transformé en plante ou l'inverse. Ça pourrait être super intéressant. Ou alors, carrément, en fait, tu te fais plaisir. Tu prends le numéro My Blue Heaven, où Swamp Thing est sur une planète lointaine où il est bleu, comme le Docteur Manhattan, et tu fais un film concept de 1 heure où il se parle à lui-même, il devient schizophrène, il crée des clones de lui, il tombe amoureux de lui-même, et c'est l'une des meilleures BD de la Terre. Donc voilà, ça c'est content. On est content aussi. Supergirl, pareil, super content. C'est quand même incroyable qu'après ça te fait débouter par ce gros naze de Walter Hamada et sa peur de choquer les fans de Snyder en faisant un film New Gods. Tom King revienne comme ça à Hollywood par la grande porte pour Supergirl. Je doute que ce sera Sacha Caillé. À mon avis, on parle encore sur un bon gros reboot qui posera la question de la paternité de Flashpoint à terme, quand même. Mais parce que le film Flash doit vraiment boucler l'univers DC tel qu'il est. Alors, il a dit qu'il laissait la porte ouverte aux têtes d'affiche actuelles, mais je pense qu'il pensait plus à Jason Momoa en Aquaman, à Gal Gadot, à Wonder Woman, à Ezra Miller en Flash aussi. Mais je pense que Sacha Caillé, du coup, ce sera un one shot. Hein. Je la vois vraiment pas reprendre pour comme Michael Keaton. Ouais, non, bien sûr, mais c'est après il faut trancher avec le passé, il faut couper les liens et bâtir quelque chose de nouveau. Puis l'avantage, c'est qu'à force d'accumuler de la boue, ils auront assez de matériaux pour faire un film Crisis un jour s'ils ont envie. Vu le nombre de reboots ou de versions qui se sont faites, que ce soit en série télé ou au cinéma. Ça même pas être le but ultime, on s'en branle. Non, mais je dis juste ça comme un à côté intéressant pour eux. Franchement, moi, j'ai vraiment pas envie qu'ils suivent une démarche pour le but, c'est juste de faire leur propre Infinity War dans 10 ans. Je m'en bats les couilles, en fait. J'ai vraiment pas besoin d'avoir par contre, ça, c'est déjà le cas. Non. Quand il te dit que dans la série Lanterns, Jordan et, du coup, la série Lanterns, donc il sera sur Al Jordan et Jon Stewart, et voilà, et que, ils vont mener l'enquête façon True Detective, façon duo de flics, pas dans l'espace, mais sur Terre, ou dans l'atmosphère terrestre, parce qu'ils sont en charge de protéger la Terre. Qu'ils vont découvrir un secret qui va être l'un des pivots de la grande fresque qui est en train de s'amorcer au niveau du DCU. Moi, ça me paraît quand même assez évident qu'il y a une logique transversale de fil rouge avec des éléments qui vont être distillés soit en post-générique, soit en arrière-plan. Oui, mais ce sera pas un truc de multivers, quoi. Non, pas tout de suite. Non, il leur reste plein de trucs qu'ils ont pas fait, là. Enfin, techniquement, Darkseid, ils l'ont même pas vraiment fait, hein. Je veux dire, on l'aperçoit dans un portail dimensionnel. On fera un point après sur les Snyder Zoos, je promets. Et voilà, ils n'ont pas combattu Darkseid. Brainiac, ils ne l'ont pas fait. Il y a plein de trucs. Mongul, ils ne l'ont pas fait. Enfin, il y a plein de Eclipso, Amazon. Ouais, Eclipso aussi, il est dans la série. Non, mais au cinéma, hein, dans les séries, si on doit se priver de tout ce qu'a fait Berlanti, il y a plus grand chose à adapter quand même. Hein. Hein, je te le dis. Tu vois, moi, je suis content de ces annonces quand même. Je trouve que James Gunn ramène un peu d'espoir et le vent nouveau qu'on avait jadis quand Feige arrivait, vidait le coffre à jouets sur la scène de la SDCC et disait après il y a quand même aussi Black Panther, les gars, c'est du ouf. Oui, il y a quand même cette méfiance qu'il y a maintenant avec Warner aussi, c'est de dire voilà, c'est le moment de l'année où Warner annonce 10 trucs sur les 5 prochaines années qu'ils ne sortiront pas. Moi, c'est pas cette méfiance là, c'est plus tant qu'à faire, mais les équipes créatives aussi, quoi. Tu vois, enfin, parce qu'il dit qu'il y a une équipe de scénaristes qui travaille avec lui. Oui, dont Tom King, dont le mec qui était sur Jeremy Slater. Ouais. Faut que je le fasse. Alan Henry aussi, le créateur de Doom Patrol, comment il s'appelle, Jeremy Carver? Non, c'était pas ça. Non, mais c'est lui, il fait. Non, parce que ils sont sur la série. Non, mais ils sont sur la série, mais je veux dire qu'il a un pool de scénaristes qui chapeautent le truc avec lui, tu vois. Et après, il y a d'autres auteurs qui vont aller sur les projets séparément, mais il a quand même un pool en fait de gens avec qui il bosse en continu. Donc voilà, après Crystal Henry, Christina Hodson, Drew Goddard, voilà, et Jeremy Slater. Ouais, mais Drew Goddard du coup qui est là. Drew Goddard, ouais. Il s'est un peu perdu, mais à une époque c'était bien Drew Goddard. Et donc Tom King aussi. Drew Goddard, il a fait tellement de trucs pour le super-héros qui sont pas sortis que je sais pas si c'est pas un peu un poissard. Mais donc du coup voilà, moi j'aimerais bien déjà un metteur en scène pour le nouveau Batman, un casting aussi, pourquoi pas. Tu vois, est-ce que ça va être Ben Affleck qui va réaliser le film?
Est-ce que les Snyderiens ont gagné finalement et si vous êtes vous-même Snyderiens et que vous nous écoutez car vous êtes très ouvert d'esprit et que vous avez une tolérance aux avis contraires qui est supérieure à la moyenne, bravo à vous, je vous envie. Voilà, on pourrait considérer effectivement que c'est la fin de cette longue période qui a été le restore de Snyderverse, que le forcing va petit à petit diminuer et peut-être un jour mourir, et que on sera juste content de voir les nouveaux films de Zack Snyder sur Netflix quand il en fera. Là d'ailleurs, là, ça a l'air pas mal son truc là, Moon quelque chose, Rebel Moon. Tu l'as vu le trailer? Non. Ça a l'air pas mal, franchement, ça a l'air Ouais. ambitieux et tout. Ouais. Bah, on voit qu'il est passé à autre chose, lui. En tout cas, au niveau des super-héros, c'est un peu terminé. Là, c'est vraiment saga de SF, Space Op et tout. Donc ouais, non, dans l'ensemble, moi j'ai envie de retenir Brave and the Bold quand même, parce que je suis impatient de revoir Damian Wayne, version Thomasy plutôt, parce que je préférais quand même ce que Thomasy en avait fait dans leur relation père-fils très tendre et tout, que ce qu'avait fait Morrison, qui lui était plus dans le côté tête de con, enfin petite tête à claque de Damian. Et après ça, le film Swamp Thing, faudra voir. Les séries, on n'a pas parlé. Paradise Lost, je trouve ça bizarre comme concept. Non, moi j'aime bien. L'obsession des préquels n'a jamais rien donné de bien en super-héros. Et c'est peut-être l'occasion d'avoir l'exception qui confirme la règle. Peut-être, mais j'y crois pas. Ça dépend des personnes qui seront mises dessus, mais pour le coup, moi j'ai vu que par une partie de l'audience qu'on a, en fait, que c'est le projet qui les chauffe le plus, justement par rapport à l'aspect politique aussi que ça peut avoir, par rapport au fait de mettre une série avec que des meufs dedans aussi. C'est quand même. Il y aura les dieux de l'Olympe, quoi. Bah, peut-être pas. Il y aura non. Apollo. Bah, pas sûr, non. D'ailleurs, en parlant d'Apollo, The Authority, oui, The Authority, ouais, c'est fou. Le mec, il dit, mais ça, c'est une des priorités, c'est les premiers films qu'ils vont faire. Ils seront dans l'univers DC. C'est un truc de ouf. Ça va être vraiment la Authority apparemment Hitch était pas au courant d'ailleurs. Là, il a fait un peu sur les réseaux. Oui, mais alors ça, c'est toujours, enfin, il y a un moment, enfin, que les créateurs de certains personnages et tout ne soient pas récompensés en termes de thunes après coup, c'est insupportable. Après que on leur demande est-ce que tu veux bien qu'on fasse le film, non, bah ça je suis d'accord, bah non, mais parce qu'ils les ont pas, enfin ils ont ou alors on n'est pas au courant de ces contrats, mais ils ont fait ils ont pas fait du créateur own, donc ils ont techniquement pas contractuellement à leur demander la permission ou à les prévenir. Authority, je sais, parce que c'était quand même créé chez Image. Je sais, quand DC a racheté les droits. Il a ses droits, de toute façon, c'est sûr, mais c'est plus. Après, moi, je disais pas ça en mode genre c'est un scandale. Et on sait que DC rémunère bien les artistes par rapport à ce que fait Marvel de toute façon. Oui, après, est-ce que c'est bien en tant que tel ou est-ce que c'est juste mieux que Marvel? Mais après, si on te donne 2 € au lieu de 1, effectivement, c'est mieux que 1 €, ça reste 2 €. Tu vois ce que je veux dire? Non. Enfin, non, mais il y a jamais eu aucun auteur qui a fait un scandale par rapport à ce qui était payé chez DC. Oui, c'est même sans relativité. Hein. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Ish, là, j'ai pas trop compris en fait son move de dire merci de m'avoir prévenu. Ils sont pas contractuellement obligés de te prévenir en fait. Par contre, c'est sûr que si c'est toi qui as créé les personnages et qui se basent sur tes designs, sur tes trucs, bah alors là oui, tu fais un chèque, je sais pas, mais tu fais un vrai travail de mise en avant. Moi, je pense déjà quand même qu'il y a une différence peut-être avec ce que fait Marvel Studios aussi, c'est que par rapport au fait de nommer les auteurs, en tout cas une partie des auteurs dès le départ, il y a des bouquins qui vont sûrement se vendre plus. Et on le voit déjà qu'il y a de la spéculation qui se fait sur des numéros, mais je pense qu'il y a des TPB du Batman de Morrison, je pense qu'il y a des TPB de Superman, donc c'est quoi, c'est For All Seasons? Non, ouais, c'est ça, c'est For All Seasons. C'est moi qui utilisais ce visuel-là, mais il y a absolument aucune référence à Tim Sale dans le communiqué de presse de James Gunn. Hein. Il cite aucune. Il y a la couverture littéralement de For All Seasons qui est utilisée dans le communiqué de DC en fait. Putain, merde, on a les mêmes goûts, James Gunn et moi. Donc, moi, j'ai même pas regardé le communiqué, j'ai juste vu l'article de THR. Oui, mais c'est parce que t'as pas acheté. Pourtant, je t'ai donné le lien du. Non, c'est All Star Superman. Oui, pardon, All Star Superman. Pardon, oui, c'est ça. N'importe quoi. Pardon, c'est All Star Superman. Mais donc il y a du All Star Superman. Ta gueule. Il y a All Star Superman qui va se vendre. Il y a Batman and Son qui va se vendre. Il y a clairement Woman of Tomorrow qui va se vendre. Après, The Authority, de toute façon, tu peux pas ne pas acheter Brian. Enfin, il a quasiment fait tout le premier run de Ellis. Oui, mais The Authority, ça va se vendre. Et donc, si ça se vend et qu'il touche encore des royalties sur les travaux, ce qu'il a fait, bah voilà, donc ça va quand même lui rapporter. Donc, j'ai envie de dire, Brian Hitch, c'est l'artiste de The Authority avec White Leaf. Il y a pas de. Bref. Débat, on s'en fout. Quand même, The Authority, c'est pas le projet le plus facile à vendre, c'est des héros qui vont buter des gouvernements, là, c'est des héros qui se détestent et tout, c'est des enfoirés, The Boys a marché, bien sûr que tu peux faire The Authority. Non, mais attends, mais mec, jusqu'à récemment, ils trouvaient que faire des films Aquaman, c'était encore un peu compliqué. Je veux dire, DC, tous les projets qu'ils ont pas fait parce qu'ils avaient peur que le grand public ne soit paumé,
Puis encore une fois, hein, le film Suicide Squad de David Ayer, ils ont dit fais-moi une comédie s'il te plaît. Enfin, ok, il y a le Suicide The Boys et probablement que ça a informé le fait de faire Authority. Ça fait 3 ans The Boys, hein, donc ça. D'accord, très bien. Hein, mais je veux dire, il y a d'autres trucs que t'aurais pu faire avant, comme les Secret Six ou d'autres même super-héros qui sont plus DC Comics. Authority, c'est un chef-d'œuvre des comics. On n'a jamais vraiment vu de projet d'adaptation. Alors si, ça a existé dans les années 90. Mais franchement, c'est quand même ouf. Enfin, c'est dingue, c'est génial, c'est trop. Je suis content. Si c'est fait comme les comics. Mais c'est sûr, mais il le dit directement dans le communiqué. Il dit, c'est les enfoirés, ils vont buter des mecs, ils sont proactifs. Oui, mais tu vois bien que même par rapport à The Boys qu'on aime bien et qui est une bonne adaptation, qu'elle est quand même aussi un peu adoucie par rapport au truc original. Il y a pas autant. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même des dégueulasseries à l'époque de Mark Millar quand même. Beaucoup de blagues pédophiles. Mais Mark Millar. Mais s'il y a le même différentiel de qualité, enfin de tonalité qu'il y a entre The Boys le comics et The Boys la série, pour le film Authority, moi ça me va. Mais après c'est pas, enfin je suis d'accord que c'est pas crado. Hein, non mais je sais bien, mais je trouve que c'est pas forcément surprenant dans le sens que il y a le succès de The Boys d'un côté, t'as le fait que quand même si The Suicide Squad a été planté par sa sortie sur HBO Max, les retours critiques étaient unanimes et que ça a fonctionné de ce point de vue là, d'installer un nouvel univers. Que c'est rated R. Non mais c'est pour ça, mais pour dire que la tonalité R, elle fonctionne. Le fait d'avoir des enfoirés en super-héros, ça marche aussi très bien. Donc, vas-y, en fait, eux, ils l'ont fait à la télé, Prime. Donc maintenant, on le fait au cinéma. Parce que surtout, en face, en face, ils ne l'ont toujours pas fait. Quand tu listes Batman, Superman, Supergirl, The Authority, tu vois, normalement, c'est des projets que tu lances en deuxième, troisième vague quand t'as installé ta marque. Là, c'est genre début d'univers. On fait même pas Justice League, on en a rien à foutre. Dans un univers où il y a déjà Batman et Superman, on va créer une équipe de super-héros qui a les mêmes pouvoirs, enfin, qui a en partie le même pouvoir, et qui sera là avant la Justice League et c'est The Authority. Ouais. Et ça, c'est ballsy de ouf. Et si le but, c'était pas juste de dire justement que des héros. Pas Justice League. Non, mais que c'est ça, mais qu'un héros lumineux va former une équipe de super-héros justement pour aller dire aux enfoirés en place de se faire foutre. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais. Mais je verrais bien, moi, je vois déjà les articles de Screen Rant. Qui est le plus fort entre Apollo et Superman? Les deux, c'est la même puissance. On s'en fout, en fait, on s'en branle, on s'en fout à partir du moment où on a plus que 12 ans. Et en plus, voilà, ça va déjà faire un peu de diversité, parce qu'on oublie de dire le couple Apollo et Midnighter. Parce que c'est vrai que, ouais, là, je pense surtout qu'il y a plein de choses qui n'ont pas encore été annoncées, comme il y a plein de questions qui se posent, comme effectivement, qu'est-ce qui va devenir des acteurs du précédent univers, notamment par rapport à The Flash, si ça boucle vraiment la chose, de savoir si Aquaman peut quand même continuer, s'ils vont quand même pousser le vice à continuer certaines franchises si jamais elles continuent de marcher. Je pense que ce serait pas la chose à faire. Et puis ce qui m'a fait du bien aussi, c'est le silence assourdissant d'une certaine partie de la communauté, quoi, on va dire. J'ai été content de plus les entendre pour le coup. Plaisir. Mais par contre, non, moi je pense que c'est fini pour Aquaman aussi. Je suis pas certain. Parce que Gunn a dit, il a toujours envisagé ça comme une trilogie, donc on verra après la sortie du 2. Non, il va faire Lobo simplement, mais il se fout de la gueule du monde, là, faut arrêter les conneries. De base. Tu veux parier un kebab? C'est bien sûr. De base, t'as un monde où t'as un Superman qui n'est pas Henry Cavill. Et t'as un Batman qui n'est pas Ben Affleck, qui a un fils, donc mécaniquement on peut très bien imaginer que vu l'âge de Ben Affleck dans les films BVS, c'est pas le même Batman, tu vois. Enfin, pourquoi il y aurait le même Aquaman alors que on a remplacé 2 des 4 personnages principaux? Je sais pas. Et de la même façon, Ezra Miller va dégager, c'est clair et net. Il y a plus personne qui va vouloir travailler avec cette personne à l'avenir. Donc pourquoi on garderait que Aquaman? Pourquoi on ferait un cas d'exception juste pour ce personnage-là? Déjà, ce serait très bizarre quand Peacemaker, qui a croisé Aquaman et The Flash et la Justice League telle qu'elle était actuellement, va devoir en fait évoluer dans un monde où il y a eu une Suicide Squad qui a existé en parallèle de la première génération de héros de Zack Snyder, mais que lui est encore là parce que c'est la création du nouveau patron. Et par contre, autour de lui, tout le reste a changé. D'un coup, il y a l'Authority, d'un coup, il y a les plantes qui se battent. D'un coup il y a un nouveau Superman qui n'est pas le même, enfin ça va déjà être assez le bordel, mais Peacemaker c'est plus récent et accessoirement je pense que Momoa a envie de faire d'autres choses, quoi. Il en a parlé, tu sais, il a dit il a parlé d'un grand projet de rêve et d'une opportunité chez DC qui ne serait pas Aquaman. Ouais. Je vois pas pourquoi il jouerait un autre rôle que Lobo, enfin je sais pas, peut-être à la limite le Midnighter, ça pourrait. Non, je raconte. Midnighter, il faut un mec un peu plus, tu vois. Mais ouais, non, pour moi c'est foutu. Mais pour Gal Gadot aussi, hein, je te l'avais déjà dit. Mon avis, c'est la fin d'une ère, pas au sens métaphorique, c'est la fin d'une ère. Point. Ouais. Il y a que les créations de James Gunn qui vont survivre au reboot. Ça paraît très évident. Oui, ça va très bien. De toute façon,
on sera là dans tous les cas pour en parler au fur et à mesure de leurs arrivées. A priori, début des hostilités dès 2024, je l'espère, avec Creature Commandos et Waller, très certainement. Peacemaker aussi, non? Non, Peacemaker, elle est non, justement, Peacemaker, c'est mis en pause en attendant que les deux autres soient prises. Justement. Mais ils l'ont fait vite la première quand même. Hein. Ils l'ont tourné rapidement. Ouais, bien sûr, mais là, c'est ce qui a été dit, c'est qu'il y a Creature, ou alors c'est justement ce qui fait le pont entre Peacemaker saison 1 et 2. Et du coup, 0 film en... Bah, pour l'instant, c'est pas annoncé. Bah, il y aura sûrement, je pense qu'il y aura un The Suicide Squad 2 quand même, mais il n'est pas annoncé pour le moment. Parce qu'ils ont rien en tournage, là, de toute façon. Joker 2. Ce sera le film d'essai. Oui, il y aura Joker 2, il y a The Batman 2 qui va sortir. Non, mais en 2024, par contre, il risque de pas y avoir de film. Enfin, si, il y a Joker 2, c'est ça. Mais c'est ça, il y aura pas d'autres films, à mon avis. Je pense qu'ils vont faire quand même ce petit gap d'1 an, en fait, tu vois, entre les productions de l'ancien univers et du nouveau DCU, et que en 2024, tu auras quelques productions télévisuelles pour et Elseworlds en fait avec Pingouin sûrement aussi par exemple, qui vont servir en fait juste de soupape en fait en attendant que le nouveau truc se mette en branle. Pas plus mal en vrai. Hein. Ouais, c'est plus respirable. Oui, ça fait une petite respiration aussi. Je pense que c'est. Là, on va prendre tellement des films de petite qualité, je pense, cette année chez DC que. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça fera du bien de laisser la marque respirer de toute façon. Oh voilà. En tout cas, on en a terminé avec ce podcast. On espère que ça vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez réagir dans l'espace commentaire du site et nous soutenir sur les réseaux sociaux un petit peu partout. On remercie aussi d'ailleurs ces libraires fous furieux de la Fnac de la Défense qui ont fait un petit corner après notre dernier Back Issues avec en mettant sélectionné par First Print et approuvé par votre libraire. Ça fait super plaisir. Vraiment, vous avez été incroyable. À refaire. C'est à refaire. Voilà. Voilà, tous les libraires qui veulent jouer le jeu, vous pouvez imprimer notre logo, même me le demander si vous voulez le PSD, je vous l'envoie. Et franchement, c'est trop non mais vraiment c'est trop cool de vous voir jouer le jeu comme ça, et ça nous a fait super plaisir. On espère que ça a marché, que vous avez pu vendre quelques bonnes BD. En attendant, on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés. Salut.